Bonsoir, messieurs et dames. Merci de nous rejoindre à ce JDS, journal du dimanche au soir. Et le journal sera marqué par ces sujets. Levée des sanctions économiques, commerciales et de voyage imposées au Niger. Une décision de la CEDEAO à l'issue de la réunion de l'organisation dans la capitale nigériane à Abuja hier samedi. Nous reviendrons dans le détail sur ce qui est sorti de cette rencontre, ainsi qu'une autre décision majeure adoptée, celle-là jeudi devant l'Assemblée législative de transition, la loi portant conditions d'entrée et de séjour des étrangers, de sortie des nationaux et des étrangers du territoire national. Cela se fera à travers un premier plateau dans ce JDS. Et puis culture, l'artiste chanteur Hamzi a offert un concert géant hier samedi au stade municipal. Challenge réussi pour celui qui avait déjà dompté le palais des sports de Ouagal 2000. On se rappelle, c'est en 2021. Nous vous ferons revivre ce moment de rencontre entre l'artiste et ses fans qui ont répondu présent. Et enfin, sport, nouvelle crise dans le football burkinabé. Les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 menacent de boycotter de nouveau les activités de la Fédération burkinabé de football. Les raisons sont énumérées dans une lettre datée du 22 février 2024 et adressée au président de la Fédération burkinabé de football. Nous en parlerons avec l'un des signataires, Achille Dabré. Il est le président de l'Union sportive de Ouagadougou, USO en abrégé, et nous parlera aussi de son club, des défis et des perspectives. C'est donc le résumé et le déroulé pour ce qui est de ce JDS. La première des rubriques, c'est celle politique. Nous le disions en titre tout à l'heure, la CEDEAO a décidé de la levée des sanctions économiques, commerciales et de voyage imposées au Niger, ce qui frappait donc le pays depuis le coup d'État de l'année dernière. Les sanctions sont levées avec effet immédiat. C'est en tout cas ce qu'a déclaré hier samedi le président de la commission de la CEDEAO, Omar Alieu Touré. Il a aussi ajouté que la levée des sanctions contre le Niger est purement humanitaire et vise à atténuer les souffrances causées par cette situation. Il faut dire que le président nigérien Tinubu, président d'exercice de la CEDEAO, a reconnu que l'organisation devrait réexaminer son approche actuelle, évidemment, pour la recherche de l'ordre constitutionnel dans les États membres. Il a invité également les États du Sahel à reconsidérer leur décision à ne pas percevoir la CEDEAO comme un ennemi. Réconsidération à propos ou prise de conscience tardive, quel impact dans ce contexte dynamique avec une AES qui travaille sur le contenu de l'Alliance nouvelle. Voilà ce que nous allons aborder donc en première partie de ce JDS, et cela se fait à travers un premier plateau dont je vous présente la composition. Je suis ici avec d'abord Dr Olopé Peyen. Il est sociopolitologue, enseignant-chercheur au CNRST. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur Va. Plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci. Nous sommes aussi avec Daouda Zouré. Il est économiste, ancien fonctionnaire international. Bonsoir. Bonsoir. Et nous sommes aussi avec Adama Amadé Sigiré, écrivain, coordonnateur du RISA, entendez Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique. Bonsoir. Bonsoir. On a donc le contenu de la rencontre d'hier, ce qui donc en est sorti en termes de décisions. Pour le Niger, c'est des sanctions qui sont levées, en tout cas la plus belle des sanctions que nous avions. Que vous inspirent d'ailleurs ces annonces au terme de la rencontre à Abuja d'hier, la rencontre de la CEDEAO? Je vais commencer par vous, Sigide. Merci beaucoup, Vaha, merci beaucoup. Une rencontre qui a accouché, que dirais-je, c'est pas, mais en tout cas, nous avons appris effectivement les conclusions de cette rencontre-là. Et moi, je suis d'abord surpris parce que le Niger ne fait plus partie de la CEDEAO. Le Niger, comme le Burkina Faso et le Mali, ont annoncé leur retrait de la CEDEAO. Maintenant que la CEDEAO revienne sur ses décisions, je ne comprends pas. C'est comme si la CEDEAO n'avait pas accepté la décision du Niger de se retirer de cette organisation communautaire. Mais voilà, moi je vous avais dit ici depuis que la CEDEAO n'avait pas raison. En prenant ces sanctions inhumaines et non fraternelles contre le Niger, la CEDEAO était allée trop. Et sur ce plateau, nous avons dit que avant tout la CEDEAO devrait être régie par des
des règles d'humanisme et de fraternité. Et la CEDEAO avait réellement décidé de faire du mal au Niger. Aujourd'hui, revenir en arrière, c'est simplement un aveu d'impuissance. C'est parce que les sanctions n'ont pas eu d'impact sur le Niger. On voulait faire du mal au Niger. Il se trouve qu'au niveau de l'AES, il y a une solidarité qui s'est déclenchée en faveur du Niger. Et cela vraiment a été un coup de fouet pour le Niger qui certainement a pu résister, a pu faire preuve de résilience face à ces sanctions inhumaines-là. Aujourd'hui... Quand vous dites qu'il n'y a pas eu d'impact, vous dites qu'il y a eu de la résilience. Non, il n'y a pas eu d'impact, mais pas un grand impact. Parce que, pour être honnête, ce que la CEDEAO voulait, on peut dire que c'est pratiquement la disparition du Niger. La CEDEAO allait très loin. En voulant même attaquer le Niger, c'était même pratiquement la disparition du Niger. Mais la preuve est que le Niger n'a pas disparu. Les Nigériens n'ont pas disparu. Au contraire, le Niger se porte encore bien, bien qu'il y ait des difficultés, et les Nigériens sont prêts à affronter les difficultés. C'est-à-dire la fraternité au sein de l'AES a permis de montrer à la CEDEAO que ces États-là peuvent vivre sans le soutien de la CEDEAO. Aujourd'hui, si je vois la CEDEAO revenir en arrière, c'est avant tout un aveu d'impuissance. Vous voulez faire du mal au Niger, et le Niger a pu résister, et vous revenez pour dire que vous avez levé vos sanctions. Ça n'a pas de sens. En bon français, on dit que c'est absurde, quoi. C'est-à-dire que la CEDEAO lève ses sanctions, mais que la CEDEAO ne lève pas ses sanctions, c'est pratiquement la même chose. Parce qu'on voulait faire du mal au Niger. Dieu merci, le Niger et les populations de l'AES ont trouvé une solution à ce mal-là. Maintenant, pourquoi la CEDEAO revient en arrière pour dire qu'elle va lever ses sanctions? Pourquoi ce comportement-là? Ça ne s'explique pas. Est-ce que c'est pas au moins bon à prendre pour ce pays-là aussi qui était asphyxié? Le pays l'a dénoncé, le Mali l'a dénoncé, le Burkina l'a dénoncé. Quand on parle d'asphyxie, ça veut dire que les populations subissent de plein fouet le contre-coup de ces restrictions. Est-ce que c'est pas au moins une bouffée d'oxygène? Parce qu'on parle ici d'espace aérien qui est rouvert, on parle de transactions financières entre le pays et ceux de la CEDEAO qui repèrent. Le Niger aussi qui voit ses avoirs aussi dégelés. C'est bon à prendre. Oui, c'est bon à prendre, mais c'est pratiquement... Même si on ne fait plus partie de cet espace, c'est bon à prendre, c'est vrai, mais c'est pratiquement du non-sens. Ça veut dire que ça ne veut rien dire. À partir du moment où le Niger a annoncé officiellement que le Niger ne fait plus partie de la CEDEAO, que la CEDEAO revienne sur ses sanctions, ou bien que la CEDEAO garde ses sanctions, c'est pratiquement la même chose. Parce que ici, il y a des sanctions qui ont été annoncées et il y a des solutions qui ont été entreprises. Et le Niger était prêt à trouver ces solutions, pour ne pas dire que le Niger a trouvé ces solutions avec les autres États de l'AES qui sont le Burkina Faso et le Mali. Cette levée de sanctions n'est rien d'autre qu'un aveu d'impuissance de la part de la CEDEAO. C'est comme quelqu'un qui cherche sa femme et qui revient pour faire la cour à la même femme. Ça ne veut pratiquement rien dire. La CEDEAO montre ici que sur toute la ligne, elle avait fausse route, elle n'avait pas raison, elle a voulu faire du mal à un État, à des populations qui ont su faire preuve de résilience, et la CEDEAO revient maintenant pour négocier. C'est pratiquement regrettable, et tout cela donne encore raison aux États de l'AES qui ont décidé de se retirer de la CEDEAO, et tout cela montre que nous devons réellement nous assumer et chercher notre voie, sinon la CEDEAO ne saurait être une solution pour le développement économique, social et politique. Docteur Zouré, on a tous donc vu ce qui s'est passé hier, les décisions. Qu'est-ce que cela vous inspire? Donc de toute façon, depuis la prise des sanctions, on sait que les sanctions ont eu un effet sur les populations. Et donc ça a empiré les conditions de vie des populations. Et tout le monde a parlé de sanctions inhumaines autres. Lorsque un pays, disons, enclavé, n'a plus d'accès aux autres pays et n'a plus de réserve, ça veut dire que ça a un impact. Les gens n'avaient pas de salaire. Donc, une inflation très importante. Donc, ça veut dire qu'un impact sur les conditions de vie des populations. Et aussi, les coupures d'électricité. Lorsqu'il y a coupure d'électricité, ça veut dire qu'il n'y a pas d'activité économique. Et donc, un impact négatif, en fait, sur les populations. Donc, maintenant, je pense que... des sanctions sauvages. Voilà. Donc, non, ce n'est pas des sanctions... Bon, je n'appelle pas des sanctions sauvages. Non, je n'appelle... Non. Moi, je n'appelle... Il faut... Moi, je l'appelle... Des sanctions sauvages, je ne suis pas d'accord. Lorsque vous posez des actes, c'est-à-dire, lorsque vous posez des actes, quelles sont les conséquences? Et maintenant, quelles sont les mesures que nous allons prendre maintenant pour atténuer? Donc, ce que la CEDEAO fait actuellement, je pense que, en fait, c'est-à-dire la réalité est là que les populations nigériennes souffrent et que maintenant, c'est bon à prendre. Maintenant, lorsqu'il dit que maintenant que le Niger ne veut faire de la CEDEAO, on ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire. Lorsque on ouvre les frontières, lorsque vous voulez que
lorsque vous dites que vous n'êtes pas dans l'espace de la CEDEAO, donc, c'est-à-dire c'est de renoncer aux avantages financiers et autres là, à l'ouverture des espaces. Donc maintenant, quelles seront les conséquences là? Donc moi je pense que en fait, c'est bon en fait pour les populations nigériennes ce qui a été fait. Et maintenant les conséquences même en fait du coup d'état de l'insurrection aussi là, ces conséquences économiques là. Attendez. Parce que c'est un premier tour de table. Voilà. Après on va revenir dans le détail sur ça. Voilà, vous abordez beaucoup d'autres éléments sur lesquels on va revenir, vous aurez le temps de parole. Donc maintenant, ça avait un impact vraiment négatif sur les populations. Vous parlez au Niger, l'inflation, les prix ont flambé, etc. Donc, c'est un impact négatif sur les choses. Lorsque les produits ne rentrent pas, l'électricité, 2 jours d'électricité ou 3 jours d'électricité, heures par jour. Donc, il y a un impact négatif sur les... Donc, dire que les États de l'AES, qu'est-ce que les États de l'AES ont pour pouvoir aider un pays comme le Niger? Rien. Non, rien pour aider le pays comme le Niger. Sur quel plan? Bon, on a vu des convois qui avaient été entrevus, ne dites pas rien. Bon, on va aller avec vous. S'il vous plaît. Vous avez eu le temps de... Mais combien de camions? Vous convenez avec moi, quand on dit rien, c'est rien. Voilà, donc quand on parle de convoi, ça veut dire qu'il y a quelque chose au moins. Allons, docteur Olopépin. Ok, merci. Non, moi je voudrais simplement dire, en parlant de la solidarité donc, des États, l'AES a donné une leçon de solidarité aux autres membres de la CEDEAO. Ça, il faut le dire. Contrairement à ce qu'il a dit, mais n'eût été l'AES, si le Mali et le Burkina n'étaient pas là, aujourd'hui le Mali s'était effondré par la cause même de la CEDEAO. Ça, au moins, c'est clair. Voilà, les sanctions qui ont été prises, je pense que le Mali a bénéficié du soutien du Burkina et du Mali, et le Niger du moins. Et en plus de cela, la menace d'attaque qui a été proférée à l'encontre du Niger, n'eût été la solidarité des États maliens et burkinabés, le Mali et le Niger allaient être attaqués. Donc ce qu'on peut tirer comme leçon aujourd'hui, c'est que l'AES a fait preuve de solidarité, et c'est un exemple que les autres doivent suivre. Et c'est ce que nous avons souhaité au niveau de la CEDEAO, cette solidarité agissante entre les États que l'AES vient de démontrer. Et ça, c'est très important de dire. Maintenant, ce que moi je dois préciser, c'est qu'aujourd'hui, je me réjouis parce que l'évolution des événements donc viennent, l'évolution de la situation politique au Niger et au sein de la CEDEAO démontre clairement aujourd'hui la justesse des analyses que nous avons eu à faire ici. Si même les chefs d'État va-t-en-guerre de la CEDEAO aujourd'hui reviennent même pour remettre en cause l'approche, et Tinubu même qui parle d'incompréhension, et le président béninois Patrice Talon qui avait été le premier à dénoncer même les sanctions qui ont été prises en disant que ce n'était pas pour durer. Je pense qu'aujourd'hui quand même je me réjouis parce que toutes les analyses que nous avons eu à faire sur ce plateau, et le temps nous a donné raison, et ça montre que ces analyses étaient des analyses justes et pertinentes, contrairement à ce que certains ont spéculé ici. Ok, voilà, maintenant, et aujourd'hui, lever les sanctions qui ont été infligées donc, au Niger. Bon, je ne sais pas vraiment qu'est-ce que la CEDEAO veut, mais le Niger dit qu'il ne fait plus partie de la CEDEAO. Mais donc, il est normal que les sanctions qui ont été prises là, les sanctions là n'ont plus de sens. C'est ce que ça veut dire. Le Niger n'avait qu'à refuser. Non, vous aurez le temps de réaction. On va discipliner le débat. Vous aurez le temps de réaction. Oui, allez-y, docteur. Non, c'est pas une affaire de refus ici. C'est une question de restitution. Les sanctions qui ont été prises, l'argent du Niger qu'on a bloqué au-delà, ça appartient au Niger. Donc, ce que la CEDEAO fait là, c'est une restitution que la CEDEAO a fait au Niger. Alors, et ce sont les biens du Niger, et ce sont donc les acquis du Niger. Donc, je ne vois pas pourquoi le Niger va refuser ici. Donc, ici, moi, je voulais dire ici que aujourd'hui, c'est déplorable qu'on soit dans cette situation parce que la CEDEAO, qui est censée être un espace communautaire d'intégration, est aujourd'hui en voie de désintégration. D'accord. Voilà, et ce qui est déplorable. On a compris un peu les positions avec le premier tour de table. Moi, je vais venir vers vous, docteur Zouri. Je pense que l'analyse qui est faite aussi, elle est très intéressante. Parce qu'on était dans un bras de fer, quoi qu'on dise. On est d'abord avec une CEDEAO, avec les autres membres, je parle de hors membres AES aujourd'hui, qui était plutôt dans l'approche d'une intervention militaire, ce qui était quand même excessif selon certains, au-delà même des sanctions auxquelles on a eu droit. Et il justifie la levée des sanctions contre le Niger par le fait purement humanitaire et que cela vise à atténuer les souffrances causées
par cette situation. Et on se rappelle aussi qu'il y a seulement, je pense, il y a seulement une semaine, mais c'est cette semaine, on a eu aussi Gouon, qui est l'un des pères fondateurs de la CEDEAO, qui avait exhorté les dirigeants régionaux à lever les sanctions, soulignant que l'organisation est plus qu'une coalition d'États. Est-ce que la CEDEAO ici ne se rebiffe pas parce qu'elle a senti qu'elle s'est trompée? Les sanctions, elles se sont révélées être moins intéressantes et donc plus portées à braquer contre cette CEDEAO. Et puis deuxièmement, dans le bras de fer, on a compris que la construction de l'AES devient très difficile même à supporter pour les autres membres de la CEDEAO qui restent, parce qu'il y a non seulement les cassures, mais il y a l'impact de part et d'autre. Est-ce que c'est pas ça à la fin qui est en train de se passer avec ce qu'on a vu hier? Bon, moi, c'est pas mon avis, hein. C'est pas mon avis du tout, hein. Lorsque la CEDEAO révise ses positions par rapport sur des faits économiques qui ont un impact sur les populations, ça c'est très différent. Mais remettre en cause les fondements de la CEDEAO, parce qu'il n'y a que 15 États, il n'y a que 3 États qui sont en marche. Donc, si vous voyez l'ensemble de 15 États, et il y a 3 États. Donc, ça veut dire qu'il y a une certaine cohérence et il y a un dysfonctionnement au niveau des 3 États. Donc, ça veut dire que lorsque vous êtes 3 et vous êtes pendant 15 États, donc ça ne remet pas en cause, en fait, les fondements de la CEDEAO. C'est une ancienne institution. Au contraire, il faut, lorsque vous quittez, vous affaiblissez leur... Non, attendez. Vous me permettez quelquefois de vous ramener des questions pour que vous puissiez expliciter. Et puis, c'est ça le débat. Ce que vous expliquez, c'est bien intéressant. Mais eux s'expriment aussi sur les sanctions. Ils disent très clairement souffrance, c'est le terme qu'ils emploient. Mettre fin aux souffrances des populations. Est-ce que c'est la vocation d'une CEDEAO? Ça, c'est une question fondamentale. On peut prendre, c'est vrai, des sanctions, mais ces sanctions-là doivent avoir quelle portée? Est-ce que c'est la vocation de la CEDEAO? Est-ce que c'est pas une CEDEAO? Voilà pourquoi je posais à un moment donné, ce n'est pas un genre de reprise de conscience ici, mais est-ce que c'est pas tardif? Quand on parle de souffrance, quand on parle de la souffrance, est-ce que c'est la vocation de la CEDEAO? C'est pas tout ça qui est mis ici, à nu. Bon, quand on dit souffrance, la souffrance d'un peuple, c'est pas par rapport aux mesures qu'on voit au niveau des institutions. La souffrance d'un peuple, d'abord, ce qui est là, c'est les mauvaises politiques qui sont là depuis longtemps, qui mettent en place, qui font plus de mal, en fait, aux populations. La mauvaise gouvernance, le pillage des deniers publics et aussi la marginalisation. Lorsque, par exemple, vous avez près de 800 000 élèves qui sont là, qui ne partent pas à l'école, qui ont faim par rapport aux mauvaises choses. Donc c'est la souffrance, c'est-à-dire les politiques économiques, c'est-à-dire qui apportent, lorsque tu as 60% des personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est ça le problème. Donc il ne faut pas noyer le poisson dans l'eau. Qui n'est pas le fait d'une transition qui vient de je ne parle pas de transition. Je parle de les transitions maintenant amplifiées. Je vous dis qu'une transition en une année fait retarder le pays de 10 ans sur le plan économique. Ça c'est prouvé par toutes les économies. C'est ça, hein? Une transition, une année, ça fait reculer l'économie de 10 ans. C'est ça. Laisse-moi parler. L'instabilité politique. L'instabilité politique, toutes les études qui ont été faites, c'est pas ici, hein, tous les pays, c'est pas le Burkina, tous les pays qui sont dans l'instabilité politique, c'est-à-dire une année faire reculer l'économie de 10 ans. C'est ça. Vous permettez. Il y a une amélioration de la croissance. La croissance, le top 3%. C'est pas la croissance seulement. Mais permettez, docteur Zoulé. Aujourd'hui, oui, mais il y a une amélioration. Aujourd'hui, c'est le débat. S'il vous plaît. Pour moi, c'est développement humain. Mais s'il vous plaît. On est dernier. Non, s'il vous plaît, docteur Zoulé. Moi, je pense que c'est un autre débat. C'est un autre débat. Non, on va recentrer les choses. Non, vous permettez, docteur Olopépin, vous allez permettre. Non, docteur Olopépin, vous allez permettre. On ne va pas faire des échanges. On ne va pas faire des échanges ici. La croissance, c'est 3%. Vous savez, ce débat-là, docteur Zoulé, 6 à 3%. Si, docteur Zoulé, mais ce débat-là, on l'a déjà fait. Et puis, la question de la croissance, on le sait, c'est comme une accélération. C'est d'un point A à un point B. Donc, c'est des éléments qu'on voit. Mais je veux dire que on ne revient pas encore sur la question des impacts et fait le procès des transitions elles-mêmes. Ici, pour moi, c'est la CEDEAO même qui est plutôt en procès sur ses choix
sur ces choix pour défendre ce qu'ils appellent les acquis de la démocratie ou bien défendre un mode de gouvernance. Est-ce qu'il faut aller, et c'est ça qui est mis sur la table aujourd'hui, est-ce qu'il fallait aller jusque-là? Les 3 pays ont eu à dénoncer ces sanctions qui sont inhumaines. Aujourd'hui, il y a une CEDEAO qui vient, qui se rébiffe, qui dit ces sanctions, elle reconnaît que ça fait souffrir les populations. Est-ce que c'est pas un mea culpa? C'est pour ça, pour moi, c'est là la question devient très intéressante. Je vous permets de revenir, mais on va repartir avec Sigré. Parce qu'ils disent, d'abord, la dynamique, c'est d'abord humanitaire. Est-ce qu'au fond, dans ce bras de fer, c'est pas une CEDEAO qui ne peut pas reconnaître aussi quelque part qu'elle est vraiment en mal? Oui, les dirigeants de la CEDEAO manquent même d'humilité devant le Niger. Pourquoi je le dis? Parce que quand le coup d'État s'est passé au Niger, ce ne sont pas les populations nigériennes qui ont fait le coup d'État, ce sont des militaires. Et pourquoi la CEDEAO décide de sanctionner non pas les militaires, mais de sanctionner les populations nigériennes? C'est la preuve que la CEDEAO n'est en réalité qu'un syndicat de chefs d'État. Ce que la CEDEAO défend, ce ne sont pas les intérêts des masses populaires, ce ne sont pas les intérêts des populations nigériennes, burkinabè ou bien maliennes. Ce que la CEDEAO défend, ce sont les intérêts des présidents. La CEDEAO s'est érigée comme une barrière. La CEDEAO a voulu tout faire pour qu'on réinstalle Bazoum. Elle n'a pas pu, elle a échoué. Maintenant, que faire? Tout ce qu'elle peut faire, c'est de revenir en arrière. Sinon, comment comprendre que la CEDEAO va jusqu'à prendre des sanctions aussi inhumaines? Et nous avons eu à dénoncer ces sanctions ici. Nous avons dénoncé ces sanctions ici. Nous avons dit que, 1, la CEDEAO sanctionne le Niger. 2, la CEDEAO décide de faire la guerre au Niger. C'était des sanctions de trop. Et ici, sur ce plateau, Vara, nous avons dit que ces sanctions étaient des sanctions de trop. La CEDEAO n'a pas voulu écouter. Parce que tout ce que la CEDEAO voulait, c'était le retour de Bazoum au pouvoir. Et ici, nous avons dit sur ce plateau que le Bazoum, c'est fini. Bazoum ne va plus revenir au pouvoir. Si aujourd'hui, la CEDEAO revient en arrière pour parler des sanctions inhumaines, vous m'excusez, mais cela veut dire que les chefs d'État de la CEDEAO étaient des... Vous m'excusez, entre griffes. Bon, si le mot est fort, c'est pas la peine de l'utiliser. Comment je vais le dire, mais c'est pour dire qu'ils n'étaient pas aussi conscients. Ils n'étaient pas conscients que les sanctions allaient avoir un impact inhumain sur les populations nigériennes. Ils étaient conscients, mais ils n'étaient pas conscients. Vous décidez de martyriser tout un peuple. Vous décidez de martyriser toute une population. Parce que simplement, il y a eu coup d'État. Et ce coup d'État n'a pas été commis par les populations. Ce coup d'État a été commis par les militaires. Vous décidez de sanctionner tout un peuple. Vous décidez de sanctionner toute une population. Et vous revenez aujourd'hui, plus de 6 ou 7 mois après en arrière, pour dire que non, ce sont des sanctions inhumaines. Mais écoutez, on est où là? La CEDEAO ne savait pas que c'était des sanctions inhumaines. Et c'est aujourd'hui parce que le Niger a pu résister, parce que les Nigériens ont pu faire preuve de résilience, parce qu'il y a eu une fraternité au sein de l'AES. Le Burkina Faso et le Mali ont décidé de soutenir le Niger. Et je vous ai dit, n'eût été le soutien du Burkina Faso et du Niger, la CEDEAO allait attaquer le Niger. Et du Mali. Du Mali, n'eût été le soutien du Burkina Faso et du Mali, la CEDEAO allait attaquer le Niger. Et nous avons dit ici que ce qui nous a manqué pendant des années et des années, c'était la solidarité. Nous avons compris maintenant qu'individuellement, nos États ne peuvent rien faire. Et nous avons l'obligation de nous unir, et c'est ce que les États de l'AES ont compris. Contrairement à la CEDEAO où la fraternité n'existe pas, où la solidarité n'existe pas, où ce sont des valeurs locaux qui sont téléguidées depuis par des États impérialistes qui veulent imposer leur volonté au Niger, les États de l'AES ont compris qu'il nous faut une souveraineté endogène et une souveraineté vraiment nationale au niveau de tous les États. Et c'est cela qui a fait que la CEDEAO n'a pas pu attaquer le Niger. Aujourd'hui, la CEDEAO revient, c'est un aveu d'impuissance. C'est une forme de négociation pour revenir en arrière pour dire qu'au Niger, bon, quand vous êtes en train de partir, vous pouvez revenir parce que non, on va lever les sanctions. Non, c'est fini. Le Niger ne peut plus repartir au sein de la CEDEAO. On ne peut pas être avec des chefs d'État qui sont aussi impitoyables envers des populations, qui n'ont pas de sentiment de pitié et qui se comportent comme ça, comme des extraterrestres qui n'ont pas de sentiments. Donc, toutes ces sanctions montrent sincèrement dit que la CEDEAO ne peut plus faire l'État, ne peut plus faire l'affaire des populations nigériennes, burkinabè et maliennes. Et c'est pour cela que nous encourageons encore l'AES et nous disons aux chefs d'État de l'AES de faire de telle sorte que l'AES soit vraiment un espace viable, un espace économique et un espace politique, parce que la CEDEAO, sur toute la ligne, je dis bien sur toute la ligne, a montré ses limites. Elle ne peut plus encore faire avantager les populations de l'AES. On va évoluer, parce que quand on écoute même Tinubu au début du sommet d'hier, non mais vous allez réagir, ne vous inquiétez pas, vous aurez le temps de réagir. Quand on écoute même Tinubu,
au début du sommet d'hier, il dit ceci: la décision prise lors de cette réunion vise à défendre les principes démocratiques et à promouvoir le bien-être social et économique des citoyens. Aujourd'hui, ce qui est mis pour moi dans la balance ici, c'est toute la problématique. Moi, je ne dis pas CEDEAO, peut-être qu'on dira que les pays que sont le Burkina, le Mali et le Niger ont quitté la CEDEAO, sont dans l'AES, mais les principes vont toujours demeurer. C'est-à-dire que défendre un ordre qui est partagé pour ce qui est du renouvellement comment on appelle ça, du pouvoir dans ces États-là. Et personne ne peut conseiller le coup d'État. Et la plupart de ces pays, vous prenez le Mali dans sa constitution, vient d'interdire le coup d'État. Ici, c'est pratiquement pareil, puisque c'est même pas pratiquement, c'est pareil, puisqu'on a on a des affaires en justice pour ça. Donc, ça veut dire que c'est proscrit. Comment, lorsqu'on fait partie d'un espace, puisqu'on sait que c'est un élément aussi déstabilisateur, comment est-ce qu'on intègre ça sans ingérence et puis sans en arriver, par exemple, à ce à quoi on est arrivé avec la CEDEAO? Docteur Lopipénienne. Ok, voilà, merci M. Va. Et moi, je dirais d'abord que la manière que les chefs d'État de la CEDEAO sont comportés là, c'est de cette même façon qu'ils se comportent au niveau de leurs États. C'est-à-dire le mépris pour les peuples. Un chef d'État qui aime son peuple et qui est à l'écoute de son peuple ne peut pas aller s'asseoir à la CEDEAO pour prendre des sanctions comme ça contre un autre peuple, tel que le peuple nigérien. C'est des gens qui méprisent leur peuple. Et c'est ce comportement qu'ils ont apporté au niveau de la CEDEAO. Nous, on a dit ici que les sanctions violaient le droit international humanitaire. On l'a dit sur ce plateau. Et aujourd'hui, ils reviennent pour dire que non, que c'est pour alléger les souffrances du peuple nigérien. Mais un peuple déjà meurtri par des attaques armées, un peuple déjà en détresse, comment des chefs d'État, s'ils sont épris, c'est-à-dire que d'humanisme, si c'est des gens qui sont l'émanation réelle de leur peuple, comment ils peuvent aller s'asseoir et puis prendre des sanctions contre un peuple déjà... Ma question demeure, c'est une question de fond. Comment est-ce que, lorsqu'on appartient à un espace communautaire où on s'entend que le principe c'est d'encourager, de promouvoir la stabilité dans différents pays, comment est-ce qu'on gère sans ingérence quelquefois ces problèmes-là? Parce que ici, le nœud, c'est qu'ils ne veulent pas de transition qui dure outre mesure. Et c'est comme ça que ces sanctions sont prises et levées petit à petit. Comment est-ce qu'on fait? En fait, ici, c'est l'approche qui a posé le problème. Et je pense que même c'est ce qu'ils ont relevé. Est-ce qu'il ne faut même pas voir leur approche? Mais dès lors que vous mettez déjà à vous braquer, à brandir des menaces d'attaque et autres là, mais les autres vont organiser leur résistance. Ça au moins c'est clair. Voilà. C'est-à-dire toute oppression appelle nécessairement une résistance. Ça c'est une loi de lutte. Voilà. Maintenant, ce qu'il fallait faire là, c'était de négocier, c'est-à-dire, comment on appelle là, une transition apaisée qui doit déboucher sur l'organisation des élections. Et je pense que ces États n'ont pas refusé le dialogue. Voilà. Et c'est ce qu'il fallait. Et ça n'a pas commencé par ces trois États. Il y a eu bien des coups d'État ailleurs où, par le dialogue, ils sont venus progressivement à trouver des consensus pour remettre en jeu le jeu démocratique, l'ordre démocratique, celui qui a été perturbé. Mais là, il s'agit ici, visiblement, mais ce n'était même pas... On se demandait même si l'objectif c'était de rétablir même l'ordre démocratique dont il était question. Mais c'était même des attaques directes contre même des personnes, contre même des chefs d'État. Et parce que ces chefs de l'État n'ont pas ici une position complaisante envers ici certaines puissances étrangères. Ce que vous dites, c'est ça le problème. Ce que vous dites, c'est intéressant. Non, je vais lui permettre d'approfondir. Ce que vous dites, c'est intéressant, mais quand on regarde les pays, ils n'ont pas été soumis au même process, sanctions et autres. Le Burkina, on connaît le cas. Quand on prend le cas du Mali, il y a eu aussi des sanctions qui étaient vraiment difficiles à un moment donné, mais qui ont été aussi vite levées. Donc ça a été un peu à géométrie variable. Donc c'est vrai que le cas nigérien, il est un peu plus particulier. Oui, l'attitude de la CEDEAO envers un État là, c'est en fonction des intérêts que certains États ont à ce niveau-là. C'est en fonction des enjeux en présence. Mais le Niger comporte un enjeu très 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 important par rapport au Burkina Faso. Tout le monde le sait. On sait ce qui se passe là-bas. Le Mali, c'est la même chose. Mais presque toutes les puissances étrangères, les forces armées des puissances étaient au Niger. Donc le Niger, et du moins le Mali, c'était un enjeu de taille. Mais ici, au moins, avec le coup d'État de
de Damiba, quand même le MPSR est arrivé à négocier avec la CEDEAO quand même pour trouver un consensus afin de gérer la transition. Donc, ce que moi je voudrais dire, voilà, pour conclure ici, il est inutile ici de brutaliser les peuples ou bien quand il y a des ruptures de l'ordre constitutionnel. Il faut jouer la carte de l'apaisement, de la négociation pour trouver des consensus parce que ces États-là ne sont pas fermés au dialogue. Et c'est ce qui a manqué ici. Moi je voulais dire quelque chose. Non, c'est rapide. Oui, non, en fait, la CEDEAO s'est discréditée, Vaha. Parce que le problème de la CEDEAO, c'est quoi? La CEDEAO veut forcer les pays à adopter la démocratie. Elle veut imposer la démocratie dans les pays. Alors que la démocratie, là, on ne l'impose pas. La démocratie, c'est une culture. Pourquoi je dis que la CEDEAO veut l'imposer? Mais quand les États connaissent des difficultés, on a vu ce qui s'est passé au Sénégal. Qu'est-ce que la CEDEAO fait concrètement? Voilà une communauté. Est-ce que c'est imposé? Non, elle veut imposer. La démocratie doit être culturelle. Chacun des pays. La démocratie doit être. Non. Monsieur Zoulé, moi je veux dire que quand les États. Vous changez de sujet. Non, vous changez de sujet. On va. Docteur Zoulé. Docteur Zoulé. Non, ce n'est pas la même chose. Docteur Zoulé, on va revenir sur le cas sénégalais. On aura une petite brèche. Mais c'est pas le sujet. Moi je voudrais dire que. Mais je voulais vous poser une question. Oui. Parce que vous disiez qu'on veut imposer une démocratie. Mais les pays membres de la CEDEAO sont des pays qui ont choisi la démocratie comme mode de gouvernance. On a imposé à aucun des pays. Oui, et même nous, jusqu'à présent, je ne pense pas qu'on ait choisi la démocratie. Mais la démocratie fonctionne comme dans ces États. C'est ça le problème. Quand ces pays, vous dites que ces pays ont choisi la démocratie, mais quand ces pays, dans leur processus de démocratisation, rencontrent des difficultés, qu'est-ce que la CEDEAO fait? La CEDEAO ne fait pratiquement rien. On a vu le troisième mandat ici, de gauche à droite. On a vu ce qui s'est passé au Sénégal. Qu'est-ce que la CEDEAO fait? La CEDEAO ne fait pratiquement rien quand les populations rencontrent des difficultés face à des dirigeants qui veulent faire troisième mandat ou bien qui veulent faire les quatrième mandat. Maintenant, quand des coups d'État arrivent, parce que les populations ne veulent plus se laisser faire, les populations sont fatiguées, comme c'est le cas du Mali précisément, du Burkina Faso et du Niger. Voilà maintenant la CEDEAO se lève pour dire on vous impose la démocratie. Et c'est ce qui ne marche pas. On vous a compris. Docteur Zoulé, vous vouliez réagir. Je vous permets de réagir et puis après je vous relance une question. Mais je permets qu'on le laisse développer. On le laisse développer. Voilà. Bon, donc, lorsqu'ils disent que, parler de démocratie, machin, des choses, lorsque vous dites que ces chefs d'État ne respectent pas leur peuple, vous êtes d'accord? Mais lorsque vous créez l'ASE, cet espace-là, et que vous ne consultez pas votre peuple, est-ce que c'est respecter votre peuple? D'abord, ça c'est un. Lorsque vous ne consultez pas votre peuple, ça veut dire que les principes de base, même de la démocratie, ne sont pas là. Ça, c'est le principe, un principe. Il faut consulter le peuple par rapport à des questions essentielles qui concernent leur vie. Je laisse ce côté-là. Donc, quand on parle de démocratie, lorsque vous êtes dans un espace, donc il y a des principes qui sont là, de démocratie, etc. Lorsque vous ne respectez pas ces principes-là et que vous faites des putschs, donc ça veut dire que vous êtes en dehors des principes fondamentaux qui sont dans ce sens. Donc c'est ça le problème. Donc vous êtes là dans un cas, lorsque vous faites la promotion des coups d'État, on dit que dans votre espace, voici les principes de démocratie. Lorsque vous faites à ces règles-là, donc vous avez des problèmes. Donc parler, dire que ces chefs d'État, mais en principe, là-bas, au moins, c'est-à-dire le peuple, c'est-à-dire les organisations représentants du peuple, disons, ont leur voix à donner. Or dans ce que nous vivons ici, c'est tout ça. Donc, on ne peut pas se comprendre. Hein. On ne peut pas se comprendre dans la mesure ces deux approches. Mais j'ai une question. Oui. Vous dites ça, c'est bien beau. Même le président nigérien, il disait que, et c'est ce qu'il a reconnu d'emblée, que l'organisation devrait réexaminer son approche actuelle de la recherche de l'ordre constitutionnel dans les États membres. Ça veut dire que dans le process, ils se rendent compte qu'ils se sont trompés. Et pour ce qu'ils ont pu prendre comme décision. Peut-être dans la méthode. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Non, dans la méthode. Il est clair. Le principe. Non. On devrait réexaminer l'approche actuelle de la recherche de l'ordre constitutionnel dans les États membres. C'est ce que tout à l'heure le docteur Lopupé disait. Est-ce qu'il faut affamer les populations, les révolter contre ceux qui ont pris les armes pour espérer retourner à un ordre? Qui perd? Il faut dissocier le principe, disons, de démocratie, des coups d'État, c'est différent de tout ce qui est sanction. C'est-à-dire les principes de
de ramener les pays à l'ordre constitutionnel normal, c'est différent des sanctions. Il faut les dissocier. Il faut les dissocier. Donc le principe. Non, il faut les dissocier. Les sanctions n'avaient pas ce but-là. Non, si vous voyez. Vous voulez dire que les sanctions n'avaient pas ce but? Vous voyez, le Burkina et le Mali n'ont pas été sanctionnés. Donc si le Mali a été sanctionné. Non, les sanctions étaient levées. Mais il y a eu des sanctions. Oui. D'accord. Et le Burkina n'a pas été sanctionné. Bon, il y a les sanctions principielles qui font que dès qu'il y a coup d'État, vous êtes relevé de certaines instances. Non, mais ça c'est pas des sanctions. C'est pas des sanctions économiques. Il y a eu des sanctions économiques contre le Mali. Vous précisez maintenant. Maintenant, ça a été levé. Le Burkina n'a pas eu de sanctions. Donc si vous dites sanctions économiques, vous voulez dire. Et le Niger a été sanctionné. Donc ça veut dire que lorsque il parle de disons qu'il y a des, ça veut dire que le Burkina a fait à la faveur, selon leur logique, ça veut dire que le Burkina a la faveur des gens de la CEDEAO ou autres, dans leur logique. Ça veut dire dans la mesure où le Burkina n'a pas été sanctionné. Et moi, la question de fond, c'est-à-dire c'est de ramener l'ordre constitutionnel. L'ordre constitutionnel dans les États. Maintenant, quant aux sanctions, maintenant, il peut voir maintenant les modalités de sanctions. C'est-à-dire faire des sanctions qu'on puisse pas avoir un impact. Lorsque vous faites un coup d'État, donc il peut avoir, c'est-à-dire des sanctions. Donc il faut prendre en compte ces sanctions. Non, il faut prendre en compte. Lorsque vous faites un coup d'État, lorsque dit un coup d'État, donc disons, donc vous n'avez aucune légalité. Donc c'est de prendre des mesures qui puissent atténuer les conditions de vie des populations. Ça aussi, c'est ce qu'on appelle, disons, c'est-à-dire mesurer les risques et les prendre. Mesurer les risques. Lorsque vous allez c'est ça, gérer l'État. Gérer l'État, c'est prévoir toutes les sanctions. Ça, on se dit lorsque vous ne faites pas ça, et que vous livrez les populations et maintenant à des sanctions. Les sanctions peuvent venir partout. Et même à l'interne, même lorsque il y a l'instabilité politique. Tout ça, ça a un impact sur le développement. Donc dire que le Niger, ça veut dire que la CEDEAO n'a pas besoin. Mais ce que vous dites ramène encore une question que je vous avais posée. Est-ce que la vocation de la CEDEAO, c'est ça, c'est faire souffrir sur quelques raisons que ce soit? Parce que quand on rappelle ce que Yakubu Gowon disait, rien que cette semaine, il a bien dit que cette organisation n'est pas une coalition d'États. C'est-à-dire que où il y a des États qui se mettent ensemble contre d'autres États. Ça ne devrait pas être comme ça. Non. Moi, ça dépend du comportement des États. Non, ça dépend du comportement, ça dépend pas des États, ça dépend du comportement des putschistes. D'accord. Ça dépend de leur comportement. On va évoluer dans le débat. Est-ce que aujourd'hui, on va évoluer. On va pas refaire toujours c'est toujours les mêmes débats. Aujourd'hui, il y a ces sanctions-là qui ont été levées concernant le Niger. Ça a été l'un des éléments clés qui a été mis en avant pour ces pays-là en termes de dynamique de quitter l'AES. Aujourd'hui, j'ai dit quand je lançais le sujet, on est dans un contexte de construction d'une AES avec ses contenus. Est-ce que ça peut permettre une oreille attentive quelconque? Parce que n'oublions pas aussi qu'il y a 2 semaines, il y avait l'appel de la CEDEAO à dire on est ouvert, s'il vous plaît, revenez. Ça a été encore rappelé hier. Est-ce que c'est quelque chose qui est encore possible, même d'une AES dans la CEDEAO ou quoi que ce soit? Oui, merci beaucoup. Non, une AES dans la CEDEAO, non, c'est pas possible. Voilà, parce que si vous êtes ensemble, cela suppose que le chemin là va mener chacun à sa destination. Aujourd'hui, le Burkina Faso, le Mali et le Niger n'ont pas la même destination que les États membres de la CEDEAO. Nous, notre destination là, c'est la souveraineté, c'est le développement économique et politique. La destination de la CEDEAO là, c'est l'impérialisme, c'est la soumission. Nous ne sommes pas sur cette voie-là. Donc je ne vois pas aujourd'hui une AES dans la CEDEAO. C'est pratiquement impossible. Ce qui s'est passé est que la CEDEAO s'est rendu compte que sans elle, les États de l'AES peuvent vivre. Parce que la CEDEAO nous a sous-estimés. La CEDEAO a sous-estimé le Niger, elle a sous-estimé le Mali et le Burkina Faso. Comme nous avons trouvé notre solution endogène, et depuis là, c'est ce que nous autres nous avons prôné. Nous devons chercher notre propre voie. Nous devons nous autodéterminer. Nous ne sommes pas des esclaves. Nous aussi, nous avons été à l'école comme les autres, nous pouvons réfléchir. On a toujours dit aux intellectuels africains, prenez vos responsabilités en main. Allez à l'école là, c'est pouvoir réfléchir, c'est pouvoir s'autodéterminer, c'est pouvoir dire, je ne veux pas ça et je veux ça. La CEDEAO s'est rendu compte aujourd'hui
que les États membres de l'AES ont décidé de s'assumer. D'abord, nous avons créé l'AES. Au sein de l'AES, nous sommes en train de travailler à consolider cet espace économique-là, cet espace communautaire-là, et il se pourrait même que dans les années à venir, l'AES soit un seul État. La CEDEAO est dans la panique. La CEDEAO a peur. Parce que la solidarité que nous sommes en train d'afficher au niveau de l'AES ne s'affiche pas au niveau de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est simplement un aveu d'impuissance. C'est simplement un aveu de faiblesse pour revenir faire la cour aux États membres de l'AES. Et moi, j'ai dit au Mali, au Burkina Faso et au Niger de faire très attention. Parce que la CEDEAO pourrait utiliser des perfidies, des manipulations pour séparer les trois États-là dans le but d'avoir un État avec elle. Quand Dr Jouré parle des sanctions au niveau du Niger, mais tout le monde sait ce qui s'est passé. Pourquoi les sanctions au Niger ont été si fortes? Ce sont des sanctions géostratégiques. Parce qu'après avoir perdu le Mali, après avoir perdu le Burkina Faso, la CEDEAO et son parrain, l'impérialisme, tenaient surtout à ne pas perdre le Niger. Et quand il y a eu le coup d'État au Niger, la CEDEAO a pesé de tout son poids pour que le Niger ne tombe pas encore dans l'escarcelle du Burkina Faso et du Mali. Voilà pourquoi les sanctions ont été lourdes au Niger. Tout le monde le sait. Ça, c'est une maladie des yeux, comme on le dit. Voilà pourquoi les sanctions ont été lourdes au Niger, dans l'intention que ces sanctions-là vont tout faire pour que les militaires nigériens qui ont pris le pouvoir reculent et que le Niger reste entre les griffes de l'impérialisme. Et nous aussi, nous avons compris cela. Nous avons été assez intelligents, plus intelligents même que les chefs d'État de la CEDEAO, et nous avons décidé de nous ressouder, d'être solidaires et de soutenir le Niger. Maintenant, la CEDEAO ayant perdu le combat, et généralement les gens c'est comme ça, quand ils perdent le combat, ils reviennent avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de largesse, pour vous dire non, on ne voulait pas vous faire du mal. Non, la CEDEAO a voulu faire du mal au Niger, et moi je pense qu'entre le Niger et la CEDEAO, c'est fini. C'est l'AES désormais, nous sommes désormais dans l'AES, et nous allons travailler à ce que l'AES soit un espace viable, un espace politique et un espace communautaire pour nous permettre d'aller de l'avant et montrer à ces gens-là que nous pouvons nous assumer et que nous ne sommes pas nés pour être des esclaves durant toutes les années. Nous avons décidé d'affronter le taureau par les cornes, et moi je reste convaincu qu'avec l'AES, nous allons faire de grandes choses, et ceux qui ne croient pas, les pessimistes et les oreilles de mauvais augure vont se rendre compte que l'AES est un espace viable. Docteur Olo Pépin, on sent tous les appels qui sont lancés aujourd'hui par la CEDEAO. Ne quittez pas l'espace, on est prêt à tout. Je pense que c'est pour cela qu'il y a le parallélisme des formes de l'effet immédiat de la levée des sanctions. Est-ce que vous croyez qu'il y a encore une oreille attentive possible, une sensibilité à ce discours qu'on entend aujourd'hui? Bon, je suis sceptique. Voilà, mais juste une petite phrase avant d'aborder ça. Juste pour répondre à notre doyen, notre cher doyen, docteur Jouré, je dirais que les coups d'État survenus ces derniers temps au sein de l'espace AES sont des tentatives de correction d'un déséquilibre politique et social devenu à un certain moment illégitime. Et c'est pour ça que ces coups d'État ont eu le soutien populaire que nous avons constaté au Burkina, au Niger et au Mali. Je ne parle pas de tous les coups d'État, mais ce sont des tentatives de correction d'un déséquilibre politique que nous avons tous constaté dans cet espace-là. Voilà. Mais ce n'est pas pour faire la politique du coup d'État, mais c'est pour expliquer pourquoi ces coups d'État sont survenus objectivement. Maintenant, pour répondre à votre question, et ici, il y a une question de fond qui se pose au sein de l'espace CEDEAO et au sein de l'AES. La question de l'orientation politique et idéologique qui se pose au nom de toutes. L'orientation de l'AES, je pense, est claire. C'est une orientation souverainiste, c'est une orientation anti-impérialiste. Ça, au moins, c'est clair et je pense que c'est clairement affiché dans les discours et les prises de position politiques, les prises de position au niveau donc des États. Mais par contre, tel que la CEDEAO a fonctionné jusqu'ici, et tout le monde est unanime que la CEDEAO ici est devenue un instrument ici des puissances étrangères, comme la déclaration des États de l'AES l'ont mentionné avant même de se retirer. Donc du coup, dès lors que vous avez deux entités politiques où l'une a une orientation fondamentalement anti-impérialiste et l'autre est un instrument de l'impérialisme, mais il ne peut pas avoir conciliation. D'accord. Vous voulez comment ces deux-là se concilient? Docteur Jouré, donc il y a une divergence du point de vue de l'orientation politique et idéologique de celle. Donc vous la fracture et les consommer. Docteur Jouré, est-ce que quand on écoute, ce n'est pas une CEDEAO qui doit commencer à se projeter sans ces trois États-là? Bon, quand on rentre dans la confusion, lorsqu'on parle d'État impérialiste, lorsque vous parlez d'État, vous parlez au nom de qui? Les États. Au nom de qui?
est-ce que quand vous parlez des États d'abord, ça c'est un problème. Lorsque vous parlez d'orientation, la CEDEAO d'abord, c'est-à-dire c'est un espace de libre circulation des biens et des services. Voici, c'est-à-dire c'est une entité économique. Lorsque vous dites que parler d'orientation impérialiste, donc ça n'a aucun sens. C'est une entité de libre, c'est-à-dire un espace de libre échange. Donc la fonction de la CEDEAO, donc laissez-moi parler. Dire que quand la mine... Non, c'est-à-dire il faut clarifier les choses. Donc dire qu'un espace anti-impérialiste, donc nous parlons d'une CEDEAO économique. Donc même si vous avez votre idéologie anti-impérialisme, d'abord de l'impérialisme, tout ça là, je vais vous donner la définition d'abord ce que c'est que l'impérialisme. Je vais vous donner la définition. Donc maintenant, que cet espace-là, c'est-à-dire c'est un espace, disons, c'est-à-dire non viable. Non viable parce que si vous voyez le PIB, oui, attendez, vous n'avez pas pu comprendre ma question. J'ai compris la question. Non, ma question, laissons l'AES. On connaît déjà votre avis sur l'AES, je pense que vous l'avez répété ici. Je dis, est-ce qu'il n'est pas temps pour la CEDEAO de se projeter sans ces pays de l'AES? Parce qu'ils disent qu'ils ne reviennent pas. Mais c'est ça, moi je conseille à la CEDEAO de se projeter sans ces pays-là. Ce serait une bonne chose pour qu'ils apprennent par la pratique. Non, moi je pense qu'il faut que la CEDEAO accepte rapidement pour qu'ils acceptent par la pratique. Parce que si vous voyez ces espaces-là, aujourd'hui là, vous avez, il y a un rapport qui est sorti aujourd'hui et hier que les premiers investisseurs en Côte d'Ivoire, ce sont les Burkinabés. Les premiers investisseurs au Burkinabé, c'est en Côte d'Ivoire, 11% des investisseurs. Donc, vous avez déjà une AES qui n'est pas un espace viable dans la mesure... Attendez. C'est pour le dire... Dans ce cas de figure, les autres pays de la CEDEAO devraient être à l'aise de continuer, puisqu'ils ont fait toutes les sanctions. Mais aujourd'hui, ce ne sont que des appels du pied. Je pense que... Ça veut dire que de part et d'autre, il y aura des pertes. Ça, c'est des choses qu'il faut accepter. Il n'y aura pas de pertes. Il n'y aura pas de pertes. D'accord. Non, il n'y aura pas de pertes. Pourquoi? Il y a assez de contradictions. Vous terminez sur le sujet, c'est fini. Vous voyez, il n'y aura pas de perte. Si vous voyez le PIB, la valeur commerciale dans ces pays-là, par rapport à l'ensemble de la CEDEAO, c'est zéro. C'est zéro. Donc, on ne va pas perdre ça. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose pour la CEDEAO. Vous pouvez avoir des réserves. Mais ne partagez pas. Ne promettez pas un destin noir. C'est pas ce dont on a besoin ici. Non, je précise les choses. Non, c'est pas une question de réalité. Vous n'êtes pas un jeteur de courrier ou quoi que ce soit. Donc, il faut accepter. Non, c'est un débat qu'on est en train de faire ici. Mais je préfère qu'on n'aille pas jusqu'à ce genre de prédiction. On va terminer par le dernier sujet. Non, docteur Zouré. Je parle de pouvoir économique. Mais il y a des choses qu'on ne va pas permettre. On va terminer par la dernière question que je voulais poser. Il y avait un point qui était très souvent central. C'est le cas de l'ancien président, Mohamed Bazoum. Quand on regarde, il est demandé comme ça, réclamer sa libération immédiate. Alors qu'on savait que dans les sanctions qui étaient prises, en tout cas, il y avait en ligne de mire, de façon majeure, ce point-là. C'est-à-dire qu'il soit libéré très vite. Ça fait quoi, 7 mois, je pense, que sa femme et lui sont encore, en tout cas dans les carcans, ne peuvent pas bouger comme ils peuvent. Ils doivent être en résidence surveillée. Je n'ai pas toutes les informations, mais en tout cas, ils ne sont pas libres. Qu'est-ce que vous pensez? Ça pourrait être aujourd'hui un gage, pas par rapport à la CEDEAO, je parle du Niger et des nouvelles autorités dans leur façon de gérer elles-mêmes, ou bien, garder Bazoum pour vous toujours, ça tient. Ou que, peut-être aussi, que concernant la CEDEAO, on le met sur la table, mais on a compris que c'est checkmate, c'est échec et mat, c'est fini. Je pense que par rapport à la libération de Bazoum, il appartient aux autorités nigériennes aujourd'hui de décider. Ce n'est pas la CEDEAO. De toute façon, la CEDEAO elle-même a travaillé à compliquer la situation de Bazoum
quand l'affaire se passait, nous avons eu à dire ici que ce que la CEDEAO devrait faire, c'était de négocier des conditions souples pour Bazoum, soit qu'on le libère, ou bien peut-être de chercher même une destination pour Bazoum, comme certains chefs d'État, ce qui s'est passé ici. Mais la CEDEAO ne nous a pas écoutés. Elle a cru que son devoir était de travailler pour réinstaller Bazoum, malgré que c'était pratiquement impossible. Aujourd'hui, si la CEDEAO n'a pas pu faire cela et qu'elle revient pour demander la libération immédiate de Bazoum, non, les autorités nigériennes n'ont pas écouté la CEDEAO. Voilà, il leur revient de décider de leur bonne foi et de gré comment elles vont agir. Si les autorités nigériennes trouvent aujourd'hui qu'elles peuvent libérer Bazoum sans grande conséquence, sans grand risque, il n'y a pas de problème. Si les autorités nigériennes trouvent aussi que Bazoum constitue un danger, parce que ce monsieur aussi, on le connaît, c'est vraiment un pro-impérialiste, quelqu'un qui, je sais pas, on se demande même s'il n'est même pas en complicité avec certains groupes armés terroristes, tout est possible vu son comportement. Partant de cela, partant de ce constat et de ces faits, si les autorités nigériennes décident de maintenir Bazoum en détention pour bien le surveiller et voir ce qui va se passer, moi je n'ai rien contre. Et les autorités nigériennes sont souveraines face à cette décision-là et elles n'ont pas écouté la voix déjà de la CEDEAO qui a montré toutes ses limites dans ce sujet-là. Bon, on va avancer, on va évoluer. J'ai dit qu'on avait quand même deux et un petit sujet. Non, docteur Zoulou, on va avancer sur le... Parce qu'il y a... Non, sur Bazoum... Non. Bon, mais ça sera 30 secondes. C'est vrai que j'ai fait l'erreur de le faire réagir que Sigiri. Mais 30 secondes, très rapidement. Moi, je pense que lorsque vous détenez un chef d'État légalement élu, donc quand on le met dans cette détention-là, je pense que ce n'est pas normal. C'est-à-dire... que ce soit au niveau de la CEDEAO et autres là. Donc ça c'est inhumain. Donc il faudra le libérer. C'est-à-dire le remettre, lorsque vous remettez en cause même l'ordre constitutionnel dans les pays où on va. Donc je pense que c'est inhumain donc de le mettre en détention. Il doit être libéré. Donc ça aussi c'est pas normal qu'un chef d'État et sa famille soient pris en otage. D'accord, docteur. Oui, voilà. Non, pour moi, Bazoum, avant tout, même si... Non, vous avez... J'ai dit 30 secondes. Une seconde. Si vous prenez Bazoum, c'est-à-dire la croissance économique du Niger était 6%. Non, docteur Zoulou, c'est un autre échange sur lequel on va revenir. Non, c'est pour dire que lorsque le Niger était bien géré, c'est un autre débat. Ça était bien géré. Docteur Zoulou. C'était bien géré. Docteur Zoulou. Docteur Zoulou, ça c'est un autre débat qu'on a déjà eu ici. Docteur sur la libération demandée par la CEDEAO. Non, je disais tout à l'heure que au-delà du fait qu'il a un chef d'État, c'est aussi un citoyen nigérien. Voilà, en tant que citoyen nigérien, et je pense qu'il appartient ici aux autorités nigériennes. Voilà, et aux autorités judiciaires donc de décider de le libérer ou pas. Parce que je pense qu'à un certain moment, on a vu qu'il était accusé de quoi, ou du moins il devrait répondre d'un certain nombre d'actes devant la justice. Voilà. Donc du coup, si déjà il y a des affaires judiciaires qui le concernent, bon, je me demande comment, malgré tout ça, on peut le laisser partir. Voilà. Donc pour moi, c'est un citoyen. Et s'il est un citoyen, il appartient aux autorités judiciaires et aux autorités nigériennes ici de décider. D'accord. On a eu au cours de la semaine aussi un autre acte majeur, l'Assemblée législative de transition, qui a voté à l'unanimité le projet de loi portant conditions d'entrée et de séjour des étrangers de sortie des nationaux et des étrangers du territoire national. C'était le jeudi dernier. Et il faut dire que le ministre délégué qui est chargé de la sécurité, le commissaire divisionnaire de police Sana, a donné donc des éléments sur évidemment l'élaboration de ce projet de loi-là et le pourquoi. Il a dit que l'adoption de ce projet de loi répond à une nécessité de relecture de l'ordonnance du 4 août 1984 portant conditions d'entrée, de séjour et de sortie du Burkina Faso, laquelle loi étant désuète au regard de l'avènement du phénomène d'insécurité et l'organisation géopolitique du pays. Sa relecture était donc impératif selon les explications donc, du ministre. On le comprend quand il parle par exemple d'organisation géopolitique.
on comprend, avec les derniers changements qu'on a eus. Comment vous avez accueilli la loi de façon générale? Je pense que c'est 35 points en gros. Beaucoup se posaient la question de savoir, mais attention, qu'est-ce qui va advenir des autres pays membres de la CEDEAO? De nous, si on y va, ça c'est à l'appréciation de la CEDEAO, mais d'eux, quand ils viennent ici, c'est nous qui apprécions. Mais quand on regarde dans le contenu, on n'est pas forcément fixé. On se dit seulement que la CEDEAO n'est pas soumise n'est pas soumis à des éléments outre mesure. Quelle lecture vous en faites de façon générale? Je vais commencer par vous, Sigiri. Oui, merci beaucoup, Vaha. Et moi, je voudrais aussi remercier le gouvernement pour l'adoption de ce projet de loi-là. Je n'ai pas lu vraiment l'intégralité du contenu du projet de loi, mais j'ai écouté le ministre délégué de la Sécurité, Sana, à la télévision. Et en tout cas, il a pu me convaincre du bien fondé de l'adoption de cette loi-là. Parce que, premièrement, nous sommes dans une nation en crise. Nous sommes dans une nation menacée par des attaques terroristes. Et quand un pays se trouve dans cette situation, il faut savoir qui rentre et qui sort. Moi, j'ai toujours dit que nos États, de par le passé même, étaient des États informels. Voilà. Les gens rentraient au hasard et sortaient au hasard. Nous sommes au XXIe siècle, nous ne sommes plus au XVIIIe siècle. Il est nécessaire et important que les États contrôlent ceux qui rentrent, que ce soit les étrangers qui rentrent au Burkina Faso, mais même les nationaux qui sortent. Parce que quand un Burkinabé quitte pour aller à l'extérieur, pourquoi il quitte? Dans quelles conditions il quitte? Qu'est-ce qu'il a fait au Burkina et puis il veut quitter? Parce que des gens peuvent effectivement rester au Burkina Faso ici, pour poser des actes indélicats ou bien des actes criminels et puis se lever un matin, quitter le pays sans qu'on ne se rende compte. Et moi, depuis, j'avais dit que nos États, sur le plan sécuritaire, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Et ce qui nous manquait, ce n'était pas les moyens, c'était simplement la volonté. On sentait comme s'il y avait un manque de volonté de contrôler même nos pays. On voulait, chaque fois, c'est les frontières sont poreuses, les frontières sont poreuses. Non, ce n'est pas une question des frontières sont poreuses. Dans un État normal, on doit savoir qui rentre, où est la personne, et qui sort, et qu'est-ce que la personne sort pour faire. Donc, l'adoption de ce projet de loi est une très bonne chose. Ça va nous permettre de contrôler nos frontières et au niveau de toutes les frontières, de savoir qui rentre au Burkina Faso et qu'est-ce que la personne vient pour faire et même où la personne est et où la personne réside. Ça va aussi permettre de contrôler aussi les nationaux, nous autres qui souvent nous sommes amenés à quitter le Burkina Faso pour des voyages, même vous Vaha. Donc on n'empêchera pas quelqu'un de quitter, tout comme on n'empêchera pas quelqu'un de rentrer. On va seulement s'assurer que vous sortez, pourquoi vous sortez, ou bien vous rentrez, pourquoi vous rentrez, qu'est-ce que vous voulez faire et pendant combien de temps vous allez rester et où vous allez vous séjourner. Mais ce n'est pas seulement ça, nous sommes même en retard à ce niveau-là dans les pays européens, mais un ami m'a dit un jour que mais il n'y a pas les pays où on contrôle les gens, où on trace les gens, comme dans les pays européens. Et moi j'ai toujours dit ça, même le contrôle sur la voie, moi il m'arrive souvent de prendre ma voiture, quitter Ouaga, je rentre à Bobo, personne ne me contrôle. Je dis, mais ça là, c'est en période d'insécurité, c'est extrêmement grave. Et moi j'avais fait des propositions à des amis qui sont des commissaires de police, j'avais dit qu'on n'a pas besoin de beaucoup de moyens, il faut tracer aujourd'hui tout le monde. Tout le monde doit être aujourd'hui traçable, savoir qui rentre, qui est où et qui fait quoi, pour que nous puissions vraiment lutter contre ce terrorisme-là. Donc c'est vraiment, cette loi est nécessaire, elle est vraiment importante, elle est la bienvenue. J'encourage encore le gouvernement à aller encore en profondeur pour vraiment contrôler et la circulation des biens, mais la circulation des personnes en cette période de crise-là, parce que de plus en plus nous sommes fatigués par cette guerre-là. Sur la même question, docteur Zouré. Bon, sur la même question, moi je pose la question sur la question de fond, en tant qu'atteinte en fait à la liberté individuelle, à la liberté même des individus à se déplacer. Lorsque moi, en tant que citoyen burkinabé, je dois avoir une autorisation pour quitter mon pays, c'est un problème par rapport à tout ce qui est liberté individuelle. C'est-à-dire, c'est une atteinte. C'est-à-dire, on ne peut pas prétexter sur les questions de sécurité maintenant pour porter atteinte maintenant à la liberté individuelle des individus. L'autre impact, lorsque vous dites... Ce que vous dites, oui. Parce que quand on lit, il y a des spécificités, il y a des gens qui ont des corps spécifiques auxquels il est demandé des degrés plus élevés comment dire cela, en fait il faut montrer patte blanche avant de partir. Il y a des degrés plus importants relativement à la fonction que vous occupez. Maintenant le citoyen ordinaire, il y a des documents de voyage, il y a des éléments qui sont de l'ordre habituel. Dans tous les pays ça se fait comme ça. Et en plus, l'autorisation de sortie. Mais est-ce que ça concerne tout le monde? Oui, mais l'autorisation de sortie. Déjà, quand un fonctionnaire sort, déjà, il a des choses, des autorisations, un fonctionnaire, donc il sort,
Donc avec son ordre de mission, il a une autorisation de sortie. Une autorisation de sortie. Maintenant, vous voulez mettre en place pour que chaque citoyen, lorsqu'il sort, doit demander une autorisation de sortie. Moi, ce que j'ai quand je lis l'article 19 ici, c'est la motive que j'ai, je ne sais pas si c'est la définitive. Tout Burkinabé qui sort du territoire national doit remplir les conditions suivantes, être en possession soit d'un passeport en cours de validité, d'un visa en cours de validité, ce sont les éléments, détenir un carnet de santé, satisfaire aux formations d'immigration, les conditions et les modalités de délivrance des documents de voyage sont fixés par voie réglementaire. Ça existe. Maintenant, après l'article 20, les agents publics dont les statuts prévoient les conditions de sortie du territoire doivent, en plus des documents cités à l'article 19 ci-dessus, remplir ces conditions et c'est bien défini. Donc, ça existe. C'est ce que dit le citoyen lambda, et puis il y a celui qui a la fonction particulière qui intime qu'à sa sortie, on sache où il va. Je ne pense pas qu'un militaire sorte comme ça du pays comme moi, je sors. Donc je veux dire, il y a des fonctions qui sont soumises à cela. Et puis, il est bien défini que quand même l'ordonnance date de 84, donc c'est des éléments avec l'insécurité dans laquelle on est aujourd'hui. Et le terrorisme. Ça existe depuis longtemps. Oui, pour les fonctionnaires, ça existe depuis longtemps. Mais tout à l'heure, vous disiez, que vous mettiez en avant, c'était comme si... Maintenant, si ça concerne maintenant le citoyen lambda, c'est ça le problème. Donc, si ça concerne le citoyen lambda, c'est ça le problème. Même les étrangers. Si ça concerne le citoyen lambda, non, c'est ça le problème. On n'est pas pour des si. J'ai lu l'article 20, je pense que c'est assez explicite. Mais je pense que là-dessus, vous avez donné déjà vos réserves. On va terminer avec vous, docteur Lopipin, là-dessus. Non, lui, tout de suite, je pense que le docteur Zouré avait généralisé. Voilà, en parlant ici, non, c'est une atteinte à la libre circulation ou à la liberté individuelle, comme si ça concernait tout citoyen. Moi, je n'ai pas peut-être bien lu la loi. Bon, j'ai lu un texte, je ne sais pas si c'était le texte intégral. Si c'est définitif, on ne sait pas. Voilà, c'est définitif. Mais ce qui ressort là-bas, c'est qu'il y a des corps spécifiques qui sont donc tenus d'une certaine obligation. Et ça se fait. Moi, je suis chercheur. Si je dois sortir hors de mon pays, je suis tenu quand même à des formalités de voyage et autres là. Voilà, et même une autorisation de sortie hors du territoire. Voilà. Maintenant, on comprend. Oui, dans l'administration. Donc, pour vous, c'est des changements qui sont normaux et qui répondent. Nous tous, je pense que la loi a été prise dans un contexte bien déterminé, un contexte d'insécurité, ou peut-être pour renforcer le contrôle. Voilà, parce que nous avons des frontières poreuses où on a vu à plusieurs reprises où on nous informe que il y a des gens qui quittent le Niger, qui rentrent au Burkina, commettent des attaques, ils quittent le Mali, ils viennent commettre des attaques et repartent. Donc dans un contexte où il y a une menace sécuritaire, voilà, au niveau interne, et comme donc au niveau donc de nos frontières, une telle loi pour moi, telle que je comprends, c'est pour renforcer donc le contrôle, en tout cas sécuritaire, au sein donc de notre État. Maintenant, il faudra appliquer ça sans excès pour ne pas donc porter atteinte à la liberté des uns et des autres. Souvent dans l'application, il y a des excès. C'est ça qu'il faut déplorer. On va permettre un dernier tour de table, ça sera pour terminer ce premier plateau-là. Je m'en voudrais de ne pas l'aborder, c'est la question sénégalaise. Chaque semaine, on est revenu ici tant qu'il y a eu des rebondissements. Cette fois-ci, on a le président Macky Sall qui a fait encore une sortie. C'est vrai que beaucoup attendaient une date pour des élections. Maintenant, dans les échanges, en tout cas, tout ce que les Sénégalais attendaient n'ont pas entendu, ils l'ont pas entendu. Ce qu'ils ont pu entendre et avoir, c'est un engagement ferme du président qu'il quittera le pouvoir à partir, je pense que c'est le 2 avril qu'il devrait quitter le pouvoir. C'est l'engagement ferme qu'il prend. Mais la date, parce qu'on ne part pas de la présidence sans qu'il y ait un successeur. Il y a aussi, dans votre mandat aussi, préparer cela. Et ça, c'est très important. Comment vous entrevoyez les choses du côté du Sénégal, notamment avec ces derniers rebondissements? J'ai dit c'est un dernier tour de table, on est déjà à 1 heure de débat et je voudrais qu'on soit concis, précis. Je vais commencer par le Dr Zouré. Je pense que, vous voyez, au niveau de la Cour constitutionnelle, en fait, qui ont montré qu'en fait, les Sénégalais avaient de très bons juges qui ont remis en cause la décision prise par Macky Sall. Donc, au Sénégal, vous avez des magistrats qui ont fait leur travail, et ce qui est une bonne chose au Sénégal. Donc, comme je l'ai dit, ils ont résolu de façon constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel a annulé la décision de Macky Sall. Donc ça, c'est tout à fait... Je pense que c'est une bonne chose. Et le fait que
il quitte le pouvoir, je pense aussi que c'est une bonne chose. Je pense que c'est aux Sénégalais, en fait, de régler leurs problèmes. Donc, comme ils sont en train de le faire dans les principes de l'état de droit, je pense qu'il n'y a pas de problème. On comprend votre point de vue, mais cela se fait aussi, moi je rappelle, sur fond de bras de fer avec l'Assemblée nationale qui avait décidé de mettre une enquête parce qu'elle estimait qu'il y avait à regarder dedans parce qu'il y avait des cas de fraude et de corruption au sein même des membres de la Cour. Donc on se rend compte qu'il y a comme un bras de fer, élément qui est passé à l'Assemblée nationale sur lequel revient la Cour pour donner une décision qui n'est pas favorable à Macky Sall. Je vais vers vous, Sigiri, au regard de l'évolution des choses. Oui, merci beaucoup. Franchement dit, Macky Sall est une déception pour la démocratie sénégalaise. Ce qu'il a dit, c'est une lapalissade. Macky Sall n'a pas dit aux Sénégalais qu'il quitte le pouvoir le 2 avril. Non. La Constitution même dit que Macky Sall quitte le pouvoir le 2 avril. Est-ce qu'il a dit ça aux Sénégalais? Tout le monde est au courant de ça. C'est la Constitution qui dit. Pourquoi il fait cette répétition inutile? Le devoir de Macky Sall, ce n'est pas de dire aux Sénégalais, je quitte le pouvoir le 2 avril. Le devoir de Macky Sall, c'est d'organiser des élections. Macky Sall organise les élections quand? C'est ce qui préoccupe les Sénégalais. Macky Sall fait une sortie. Non. Si je vous en prie, docteur Louis, avec tout le respect que je vous dois, voilà. Pour nous, c'est une situation exceptionnelle. Voilà, le Sénégal ne connaît pas des attaques terroristes. Merci beaucoup. Donc, pour revenir à ce que je disais, je perds un peu même mes idées, mais bon, ok. Voilà, j'ai dit que le Macky Sall est une déception pour le Sénégal. Ce qu'il a dit, il n'a pas dit que je quitte le pouvoir après le 2 avril, parce que ça, c'est la Constitution qui dit cela et tout le monde sait cela. Ce que Macky Sall doit faire, c'est d'organiser les élections. La Constitution dit qu'à la fin de son mandat, il doit organiser les élections. Maintenant, il refuse d'organiser les élections. C'est ça qui est important pour les Sénégalais. Il n'a qu'à dire aux Sénégalais dans quel mois et quelle date il va organiser les élections pour que les Sénégalais aient un nouveau président. Et puis, il va partir. Il n'a pas fait des sorties pour dire qu'il quitte les élections le 2 avril. Ça, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait cela. Il a annoncé ce que tout le monde sait. Je ne vois pas en quoi c'est un épiphénomène. Oui. Voilà. Non, vous avez votre temps. Non, par rapport à la situation sénégalaise, oui, la décision du Conseil constitutionnel, oui, il faut saluer cette décision, mais c'est aussi le Conseil constitutionnel qui a été mis en cause aussi dans cette affaire. Voilà, c'est ça aussi. Donc, maintenant, l'institution qui a été mise en cause, est-ce qu'elle va prendre une décision à sa défaveur? Bon, là, c'est une question qu'il faut se poser. Voilà. Maintenant, il faut saluer en tout cas la bravoure, l'objectivité et le professionnalisme de certains juges. Voilà, c'était un magistrat au Sénégal, ça il faut le dire. Voilà, on a vu le cas de Ziguinchor, on a vu ici aussi le Conseil constitutionnel. Mais il faut relever aussi qu'il y a des juges acquis aussi au Sénégal. Quand on voit comment Sonko a été malmené par la justice, bon, quand même, on ne peut pas dire que c'est tous les juges sénégalais, voilà, qui sont professionnels, ou du moins qui font preuve de professionnalisme. Maintenant, ce que moi je dois dire en ce qui concerne la fin du mandat de Macky Sall, bon, je ne sais pas pourquoi un président qui est en fin de mandat, bon, au lieu de partir, il se met à parler de dialogue. Le dialogue, c'est un début de mandat. Quand on vient, on crée un dialogue pour échanger avec toutes les forces vives, toutes les composantes, et puis, bon, voilà, dérouler sa feuille de route, trouver un consensus. Mais en fin de mandat, on dit de quitter, organiser les élections, on parle de dialogue. Mais tout ça, ça montre que ce sont des manœuvres politiciennes. Et aujourd'hui, mais quel crédit la parole de Macky Sall peut avoir aujourd'hui, dans la mesure où, de par le passé, il a annoncé, ces vidéos ont circulé ici, où il a annoncé clairement, même quand il était opposant à Wade, mais les mêmes choses qu'il a reproché à Wade, où il dit qu'il fallait proposer, c'est les mêmes choses qu'il a répétées. Aux Nations Unies, quand il allait, il a dit clairement que le Sénégal allait organiser les élections en bonne date et qu'il allait se retirer. Bon, mais voilà aujourd'hui, donc du coup, il est difficile quand même de le prendre au mot, de le croire à partir des paroles. Moi, j'ai dit la dernière fois que j'attends les actes qui vont être posés pour apprécier. Mais m'en tenir ici au discours, bon, franchement... Pour l'instant, ce que les Sénégalais ont, c'est bien que Macky Sall parte le 2 avril. Okay, on attend de voir ce que cela va donner. Mais je ne peux pas me fier à la parole... On l'aura compris. Docteur Lopé-Payenne, pour apprécier, non. On l'aura compris. Docteur Lopé-Payenne, merci. Merci, docteur. Merci, docteur Lopé-Payenne. Je rappelle que vous êtes sociopolitologue, enseignant-chercheur au CNRST. Ça a été un plaisir de vous avoir. Merci aussi à vous, docteur Daouda Zouré. Vous êtes économiste, ancien fonctionnaire international. Merci aussi à vous, Dama Amadi Sigiré. Vous êtes écrivain, coordonnateur du RISA. Ça a été un plaisir de vous avoir. C'est un plaisir d'être là. Et d'avoir vos clés de lecture sur ces sujets-là. Le JDS, ce n'est pas que les aspects politiques. On parle d'autres domaines assez intéressants et cette fois-ci on va parler culture.
Et dans cette partie culture, un artiste, chanteur, Super Hamzy, qui a donné rendez-vous à ses fans hier samedi 24 février au stade municipal de Ouagadougou pour chanter la liberté, Freedom. Et évidemment, c'est le nom qui a été donné à ce grand concert live. Et vous le verrez, haut en couleur et en son, le public ne s'est pas fait plier. On dira que Hamzy a pu évidemment relever ce défi-là, le défi du stade municipal. On va poursuivre cela et on revient avec des échanges sur ce plateau. Il est minuit au stade municipal de Ouagadougou. C'est l'heure choisie par les prodiges de la musique burkinabé, le Gandaogo National Super Hamzy, pour faire son entrée ici où des milliers de fans se sont donné rendez-vous pour le concert Freedom. Son, lumière, chorégraphie, et voilà le Gandaogo qui apparaît devant un public déjà conquis à sa faute. Vous les montez et vous faites vous. Oh! Laissez s'il vous plaît. Accompagné de l'artiste musicienne Sissao, l'artiste débute sa performance avec le titre Burkina, une musique qui rend hommage à toutes ces personnes engagées pour la reconquête du territoire national. Super Hamzy tient en haleine son public avec des musiques phares telles que Lengue, Zinzin ou encore Bienvenue à Ouaga. L'ambiance au stade est à son paroxysme. Les fans sont en parfaite communion avec leurs artistes. Ce qui était il y a quelques mois un rêve est aujourd'hui une réalité. Le Gandaogo National dompte le stade municipal de Ouagadougou. L'artiste n'en revient toujours pas. Il y a tellement de sentiments que je peux pas dire c'est quoi. Je n'étais pas préparé à ça. Franchement, on me demandait, je disais toujours, ouais, je suis prêt, j'attends du monde, c'est sûr, les gens vont venir. Mais quand tu vois ça en face, tu te rends compte que tu n'étais pas prêt. Franchement, je suis fier de moi, je suis fier de la jeunesse burkinabé et leur mobilisation, et surtout fier de mon équipe qui a abattu un excellent travail. Et je suis content, je pense que pour la suite, avec ce concert-là, la suite va être plus facile. Audrey, Kayawoto, Aïcha Tremblay et Didier Domi. Ils sont nombreux ces artistes venus soutenir la star du jour. Les Gandaogo, c'est-à-dire les fans de Hamzy, ont répondu présents à l'appel. Ils chantent et dansent au rythme des mélodies distillées par les poulains de Destiny Prod. Pour eux, le défi est relevé. Freedom, le rêve de leur artiste, est désormais inscrit dans les annales de la musique burkinabé. Non, la prestation de Hamzy était tellement cool. Non, on s'est bien amusé. Non, j'étais tellement contente que je ne peux même pas m'expliquer. De par ce canal, et féliciter Hamzy d'abord pour son concert, voilà, qui était vraiment magnifique. Et on souhaite encore du new, voilà, que nos artistes burkinabés, voilà, montrent que voilà, ici au Burkina, il y a de la valeur, voilà, qu'on puisse valoriser notre culture. On l'a fait, je faisais partie des bénévoles, on l'a fait. Qui a dit qu'on ne peut pas faire ça au stade municipal? On peut le faire même au dehors du stade municipal. Hamzy, c'est le best, il n'y a pas son deux. Freedom, au-delà d'être un spectacle, est selon Hamza Ganem dit Super Hamzy, un message de résilience du peuple burkinabé. Pour lui, les Burkinabés doivent s'unir pour qu'ensemble ils puissent libérer le territoire et cultiver la cohésion sociale et le vivre ensemble. Ce concert était décisif pour la carrière du Gandaogo National et voir ces milliers de fans à ses côtés est pour lui une victoire éclatante. L'artiste est sur le plateau avec nous. Hamzy, bonsoir. Bonsoir. Ah, c'est une vraie fierté. Vous avez encore les étoiles dans les yeux. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Regardez ces images-là, c'est magique. Et puis on se dit, bon, on a fait des efforts, mais ça a donné. En tout cas, félicitations. Merci. Vous avez vu hein, le monde que vous avez fait rêver hier. Et vous disiez tout à l'heure, mais j'ai fait le travail, mais je ne savais pas qu'ils allaient venir comme ça. J'en reviens toujours pas. Tu te dis, ouais, je pense que j'ai assez de codes pour avoir autant de monde, mais quand tu vois ça en vrai, tu n'en reviens pas. C'est comme si tu rêvais. Et les gens étaient impatients parce qu'à un moment donné, je sentais partager sur les réseaux sociaux, mais Hamzy n'est pas encore monté, Hamzy n'est pas encore monté. En ce moment, derrière, quand vous y êtes, vous voyez, vous entendez la foule dehors, c'est déjà la pression, elle monte. C'est déjà la pression même avant même d'arriver sur les lieux.
j'étais déjà à la maison, j'étais déjà stressé. J'étais déjà stressé. Et puis, je voulais avoir des nouvelles à tout temps. Est-ce qu'il y a du monde? Qu'est-ce qui se passe et tout? Donc, c'était déjà très, très, très stressant. C'est vrai que quand même, en 2021, là, tu fais le Palais des Sports de Ouaga 2000. Donc, on se dit, bon, quand même, ça aussi, c'est une cuvette. Hein. Ouais. Quand on arrive à faire ça, on se dit, bon, on se donne un nouveau challenge. C'est comme ça, vous voyez, en tant qu'artiste, vous dites, c'est ça, plus elles sont grandes, plus c'est un challenge. Voilà, plus c'est un challenge, plus c'est grand, plus c'est un challenge. Et plus le temps passe, plus tu as envie de faire mieux. La pression monte toujours plus quand tu as déjà eu quelque chose à faire. Quand tu n'as plus grand chose à prouver côté spectacle et tout, quand on t'a déjà vu faire des grandes choses, tu dois encore faire mieux. Et c'est ça qui fait que tu es encore plus stressé. Est-ce que je pourrais faire mieux? Mais c'est vrai que c'est une hantise hein, chez l'artiste. C'est que vous appelez communément poteau. C'est ça, c'est une hantise. Je ne pensais pas à ça. Je ne pensais pas à ça. Je suis une personne très très optimiste et les échecs m'étonnent. Mais franchement, quand tu le vois en vrai, quand ça arrive, ça fait quelque chose quand même. Et puis tout à l'heure, il y avait un des volontaires là qui disait oui, j'ai été volontaire dedans. C'est comment on assoit une équipe communicationnelle comme ça pour un événement? Parce que quand on parle d'un stade, c'est pas rien. Surtout qu'on connaît le public burkinabé, il vous aime bien, il vous a dans son téléphone, mais il réchigne souvent à venir. En fait, c'est l'esprit du concert et tout, être ensemble, faire les choses ensemble, ce dont le Burkina Faso a besoin. Et c'est ce que j'ai voulu mettre dans la tête de tout le monde, et il fallait suivre l'esprit. Et je me suis dit, il ne doit pas y avoir une équipe à moi pour organiser le concert. Je vais faire le peuple va organiser le concert, et c'est ça l'idée. Et le public a organisé leur concert et ils ont rempli le stade. Et Hamzi, il est venu, il a parachevé les choses. Et quand on regarde un peu l'artiste que vous êtes, vous, depuis quoi, incursion là, après ma mission libre, quand je prends Contrôle Vest 2015, vous faites la projection, vous vous dites ah, j'ai fait du chemin. Oui, on se dit on a fait du chemin, mais plus important, on a du chemin. On a du chemin à faire. Yeah, on a du chemin. Et pour cela, on s'entoure bien. Et quand je regarde aussi ce que sont vos titres, ce que sont les titres de vos albums, Insurrection, Ma Mission Libre, c'est des éléments qui parlent directement au Burkinabé, en un seul mot. Hein. Parce que quand vous entendez Insurrection, dans l'histoire du Burkina, ça rappelle déjà beaucoup de choses. Hein. Ça rappelle beaucoup de choses. Ma mission, on dirait que ça se rapporte à vous-même, pas comme si vous étiez investi de quelque chose. Et libre parce qu'on est dans un pays aussi qui a besoin de liberté. C'est-à-dire que chacun des mots ramène à une situation que le Burkina vit. Mais en fait, c'est une suite logique. Hein. D'accord. C'est-à-dire que je suis un insurgé qui a pour mission d'être libre. D'accord. Et c'est le rêve que j'ai pour tous les Burkinabés. Heureusement, aujourd'hui, il y a une bonne énergie qui a été causée par un malheur, bien sûr, vu les attaques qu'on a, sur la situation qu'on vit. Mais il y a une bonne énergie qui est, on est tous ensemble et on cherche à être libres ensemble. Et on doit libérer notre pays des autres. Voilà. Évidemment. Et c'est pas seulement que des terroristes, Pendant des années, l'Afrique n'était pas libre. Pendant des années, l'Afrique n'est pas libre. Et aujourd'hui, l'avènement, tout ce qui arrive et tout, nous a fait comprendre que si on se bat, on ne pourra pas être libre. Ici, sur les thématiques d'ailleurs que vous abordez dans les chansons que vous mettez. Mais quand on regarde justement, parlons de notre contexte sécuritaire, très vite, on a vu des secteurs d'activité qui ont été touchés. Je pense que vous aussi, vous en subissez le contre-coup. Mais quand on arrive à, par exemple, remplir un stade dans une période pareille, vous vous dites, l'art qu'on fait, on est suivi, et ça peut être un moyen, ça peut être un outil pour donner de l'espoir, ça peut être un outil dans la lutte dans laquelle nous sommes. Bien sûr, les choses sont organisées aussi avec l'objectif aussi de résilience, de dire aux gens on continue à vivre malgré tout ce qu'on est. Ailleurs, il y a des gens qui pensent que c'est la guerre carrément partout au Burkina Faso. C'est des images aussi pour montrer aux autres que le Burkina continue
de rester le Burkina Faso, le Burkina reste debout. Voilà. Justement, quand on a cette thématique-là, on commence à chanter comme au stade là, et puis c'est la voix des gens qui couvrent la voix de l'artiste. Ça fait quoi? Surtout, ça fait plaisir et c'est un immense plaisir qu'on ne peut pas exprimer. Parce que tu te dis, attends, c'est moi, j'ai créé ça et des milliers de personnes chantent ça en amont comme ça, c'est fort, c'est fort. C'est très fort. C'est fort. Mais Amzi qui aime les défis, 2021, tu nous as donné un premier défi, hein? Sport à 2000, Palais des Sports. Là, c'est un stade. Hein? Et à plus grand stade. C'est vrai que, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était le repos un peu, oui. Mais déjà, est-ce que ça fait tic dans la tête? Plus je réalise quelque chose, plus la suite me fait peur. Ah, pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui est éternellement en concurrence avec moi-même. Genre, je me dis, ben, aujourd'hui, si j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais faire encore de mieux? Vous avez dit, il y a plus grand stade? Il y a plus grand stade. Donc, c'est quoi? La visée, elle est là déjà? Ben déjà, je pense déjà au stade du 4 août pour le Burkina. Et je pense à peut-être pas plus grand que ce stade-là, mais je pense déjà à des grandes salles à l'international. Ce qui est un peu plus compliqué. Parce que quand tu ne viens pas de là, c'est plus difficile. On ne va pas t'étaler des tapis facilement. Qu'est-ce qui fait souvent la complication parce que ça devient toujours un sujet majeur. Quand on discute pour nos artistes, c'est pas la composition qui est le problème, c'est pas le talent qui est le problème. Qu'est-ce qui manque? Je pense que c'est les moyens. C'est les moyens. Aujourd'hui, la musique, c'est les moyens. Il y a des pays où tout est facile parce qu'ils ont une grande histoire dans la musique. Mais malheureusement, il y a des pays comme le nôtre qui n'ont pas vraiment cette grande histoire-là de la musique, des grands noms partout dans le monde. On a des grands noms, mais ça reste dans la sous-région. Et qui sont comme des ambassadeurs qui facilitent les autres. Et c'est pour ça qu'on se bat, pour que demain, nos petits frères, nos enfants puissent aller et profiter de notre renommée. Mais ce que vous dites, c'est très intéressant. C'est vrai qu'on a une bonne liste de dévanciers quand même, dont le nom pèse. On va laisser toute modestie, mais c'est autre chose aussi, l'industrie au niveau international. Voilà, au niveau international. Mais parlons même de votre génération. Vous parlez déjà de vos petits frères, mais il y en a beaucoup qui vous regardent et disent « Ah, mais ça, c'est les petits frères, ils sont en train de faire ce qu'on n'a pas fait. » Remplir des stades, c'est des éléments qu'on ne voyait pas aujourd'hui. Vous voyez Tania, elle le fait, il y a beaucoup qui le tentent. Kayaouto, quand vous voyez ces rendez-vous, mais on se dit, mais ces jeunes-là, où ils enlèvent cette niaque-là? Ils ont réinventé la chose. C'est quoi le truc? Parce qu'on a compris qu'il faut, il faut mettre des bases. Il faut mettre des bases. Peut-être qu'on ne réalisera pas ce rêve commun qu'on a, mais on va mettre les fondations pour que d'autres puissent venir le réaliser. Il le faut forcément. Il faut que le Burkina arrive à créer ces choses-là, faire parler de lui culturellement partout dans le monde. Et ça doit commencer par quelque chose. Et chacun fait comme il peut. Les défenseurs, ils ont fait comme ils peuvent. C'était plus difficile avant. Il faut le dire. C'était plus difficile avant. C'était pas de leur faute. C'était plus difficile. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu plus facile parce que le monde est devenu comme un village où les informations passent facilement. Avant, il y avait des monopoles de médias, de quoi. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Personne ne peut monopoliser les médias. C'est plus possible. Donc, aujourd'hui, il y a plus de chances qu'on puisse déposer ces bases-là. Voilà. Évidemment. Et ce qu'on pourrait vous souhaiter, c'est le meilleur. Maintenant, quand on se projette, c'est que souvent, quand on dit « Oh, on a un nouveau défi », on doit aller chanter quelquefois de nouvelles chansons, il faut encore repartir, il faut travailler. C'est vrai que le dernier album, c'est seulement septembre. Oui. C'est seulement septembre, il n'y a pas longtemps. Pas longtemps. Comment on fait? Il y a des petits bijoux qu'on garde, on s'est dit, bon, ça, je vais l'utiliser après. Ou bien, oui, bien sûr. Il y a ceux sur lesquels on travaille. Moi, tout le temps, j'ai quelque chose dans les tiroirs, tout le temps. À chaque moment, avant de sortir quelque chose, j'ai déjà quelque chose que je dépose. Je me dis, ben, peut-être c'est le moment, c'est pas le moment. Mais j'attends de voir, est-ce que c'est le moment de faire sortir tout. Et il y a plein de surprises. Tu dois habituer à 2 ans. C'est-à-dire 2019, 2021, 2023. On va attendre combien de temps?
Pour les albums, je pense que pour le moment, on va faire une pause sur les albums. On va aller dans les singles pour essayer de faire beaucoup plus de promos sur des chansons, des hits, parce que quand tu as un album, c'est difficile de promouvoir toutes les chansons et à un moment donné, c'est beaucoup d'énergie dépensée pour pas grand-chose. Et ce qu'il faut, c'est se concentrer sur des chansons, en faire des hits, essayer maintenant de faire la promo partout et voir ce que ça donne. Mais bon, on ne sait jamais, si ça me prend. Ça pourrait venir. Ça pourrait venir. D'accord. Et puis, il y a peut-être un petit point avec lequel je vais terminer. Il y a ce qu'on ressent qui est vraiment très intéressant. C'est une bonne énergie. Hein. Voilà cette émulation qu'il y a entre vous. Ça veut dire, c'est le rendez-vous du Hamzi, les autres qui viennent naturellement, et on voit cette symbiose, cette alchimie. C'est pas pour les yeux, c'est sincère. Il y a cette alchimie là entre vous. Bien sûr. Aujourd'hui, on a compris, comme je l'ai dit tantôt, on a compris. À Morée, on dit le truc, c'est que tu penses à toi et tu penses à tes besoins et tu offres aux autres. C'est tout simplement, c'est aussi simple que ça. J'ai besoin de soutien, alors je suis le premier à apporter mon soutien pour qu'à mon tour, on me soutienne aussi. Donc on a compris qu'ensemble, on est plus fort. Ensemble, vraiment, on est plus fort. C'est dit comme ça, mais c'est fort. C'est fort. En tout cas, grand merci à vous, Hamzi, d'être passé. Merci. Ça a été un plaisir. Et puis encore, félicitations, parce que c'est le drapeau du Burkina qu'on lève haut. Et puis c'est de l'espoir. C'est de l'espoir qu'on partage au Burkinabé. C'est beaucoup de sentiments positifs. Et c'est un pays qui en a besoin. En tout cas, merci et félicitations. Ça a été un bonheur pour moi de te recevoir. Merci à vous et merci à tout le monde. Merci. On va poursuivre ce JDS avec la dernière des rubriques, c'est celle sport. Et dans cette partie sport, nous allons nous intéresser à un communiqué dans une lettre datée du 22 février 2024, adressée au président de la Fédération burkinabé de football, Lazare Bonsé. Les clubs de première et de deuxième division menacent de boycotter de nouveau toutes les compétitions organisées par la Fédération burkinabé de football. Ils affirment avoir mené des démarches pour recouvrer sans succès les 140 millions de francs CFA pour tous les clubs, l'équivalent de 25% retenu sur la subvention 2022-2023. Et il rappelle que des promesses de remboursement avaient été faites, et jusqu'à présent, aucunement elles ont été respectées. Sur ce plateau avec moi pour aborder cette question et bien d'autres, Achille Dabré, il est le président de l'USO, Union sportive de Ouagadougou. Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir. On va chercher à savoir comment se porte le club, mais avant, on va revenir sur cette actualité-là. Parce qu'on a tous vu le communiqué qui a été fait. Je pense que vous en êtes aussi signataire pour le compte de l'USO. Voilà, on se disait, bon, ce bras de fer, on ne va pas le rappeler ici. On l'a tous vu, les Burkinabés ont vu que ça n'allait pas, le championnat s'est arrêté. Et puis, il y a eu des médiations. On pensait que c'était foutu. Et on nous dit, il y a des justes milieux qui ont été trouvés, on part à la CAN. On revient, problème. On risque encore d'avoir un chamboulement si d'aventure les lignes ne bougent pas. Quand vous dites que des promesses ont été faites, qui a fait la promesse? Devant qui? Et qu'est-ce que vous avez mené comme action pour qu'on en soit encore au statu quo? D'accord. Je vous remercie pour l'invitation. Pour répondre directement à votre question, il faut dire que effectivement des démarches avaient été entreprises à plusieurs niveaux. Et le dernier niveau, c'était effectivement avec le ministre de l'Agriculture. Et je pense que c'est à ce niveau effectivement que les choses se sont débloquées. D'accord. Et qu'on a pu mettre, je dirais, en suspens notre mouvement. Le ministre de l'Agriculture. Alors on a pu mettre en suspens notre mouvement, le temps d'aller à la CAN. Et il faut dire aussi que
des engagements avaient été pris pour que, au sortir de la CAN, là, on ne puisse pas revenir encore sur ces questions dont on parle. Engagement pris par qui? Les deux parties. Si je me résume, parce qu'il était dit que, si vous voyez dans la lettre, on parlait des 25%. On parlait aussi de la démission du président de la Fédé. Aujourd'hui, si vous voyez, la lettre a un peu évolué, où on ne parle plus de démission, où maintenant les clubs réclament les 25%, qu'ils pensent que c'est leur dû, qu'ils ont consenti à mettre dans une cagnotte pour qu'on organise une compétition. D'accord. Et que la compétition n'ayant pas eu lieu, les clubs estiment que cet argent-là doit leur revenir. Vous dites qu'il y a une évolution parce qu'on ne parle plus de la démission du président de la Fédération burkinabé de football. On se rappelle que lorsque c'était difficile, on a tous eu quelques clés de lecture. Sur la base des 25%, il faut dire que c'est un engagement que vous avez pris. La fédération était là. Je pense aussi que le ministère était là. Vous avez consenti à donner 25% pour qu'on puisse organiser les petites catégories. C'est pas fait et l'argent n'est pas retourné. Aujourd'hui, vous dites vous avez besoin de cet argent-là puisque l'engagement a été pris. Mais ça a été pris devant l'autorité, un ministre quand même qui était là. Qu'est-ce que le ministre dit? Il faut dire que l'engagement de la retenue des 25% ne date pas de maintenant. Si. Voilà, ça ne date pas de maintenant. Mais l'engagement au moins c'était avant la CAN, je veux dire, c'est récent. Oui. L'engagement de retourner les 25%. Oui, l'engagement de retourner les 25% c'était avant la CAN effectivement. Voilà. Et c'était devant un ministre. Voilà. Mais qu'est-ce que dit l'autorité? Quand vous dites l'autorité, c'est le ministre ou bien c'est la Fédé? Parce qu'on est dans un cas de figure où celui qui collecte, c'est bien la fédération. Effectivement. Et là, je pense qu'à un moment donné, on nous a dit que l'argent avait été déposé au niveau du Trésor. Oui. Donc dans ce cas de figure, qui peut retirer, qui peut remettre? C'est l'autorité, c'est la Fédé. Comment est-ce que ça peut se faire? Oui, il faut dire que l'argent avait été retourné au niveau du Trésor et que les clubs signataires de la lettre avaient entrepris des démarches pour que l'argent leur soit restitué. Et ces démarches ont abouti à ce que l'argent qui était reparti au fond revienne au niveau de la Fédé. D'accord. Présentement, l'argent est revenu à la Fédé. Le président de la Fédé même a confirmé que l'argent est à son niveau. Maintenant, c'est l'usage qu'il faut en faire présentement, s'il faut retourner ça directement au club, ou bien s'il faut utiliser ça pour organiser le championnat de petite catégorie, qui techniquement, à notre sens, ne peut plus se faire. Pourquoi techniquement? Bon, il y a le temps, déjà, nous sommes en 2024, et que le championnat même de la saison 2023-2024 n'a même pas encore démarré. On se demande est-ce que dans une saison on peut jouer 2 compétitions. Aussi, les clubs qui s'étaient engagés pour la compétition, et il y a eu des mouvements au niveau de ces clubs, et il y a certains joueurs qui ont changé de club, et il y a l'âge aussi à évoluer. Voilà, donc à ce moment-là, on ne sait pas. Techniquement, franchement, c'est pas. Mais pas justement. Il y a un reproche que beaucoup font aussi au club, c'est que pour avoir un championnat de petite catégorie, il faut avoir des petites catégories au niveau des clubs. Très peu en ont. Ça aussi c'est un problème. Alors qu'il y a une somme qui est dédiée à ça, on dit de nous la retourner parce que bon, on peut plus faire ce championnat de petite catégorie. Mais est-ce que les clubs aussi travaillent à vraiment avoir ces catégories-là? Quand on sait que ça commence, il commence à avoir des exigences quand on veut aller au niveau continental, même équipe féminine et tout. Donc ça veut dire que vous-même vous êtes obligé à une restructuration interne. Bon, quand vous dites que très peu de clubs ont de petites catégories, il ne s'agit pas seulement de ceux qui bénéficient de la subvention, qui participent au championnat de petite catégorie. Voilà, donc l'idée qui était venue de la retenue des 25%, là, c'était effectivement de permettre à ceux-là même qui ne bénéficient pas de la retenue là, de pouvoir avoir un championnat. Voilà, donc si on regarde au jour d'aujourd'hui, le nombre d'équipes qui participent au championnat de petite catégorie
Bon, vieux, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. C'est vrai que certains clubs de D1, de D2, beaucoup peuvent ne pas participer, mais quand on regarde au niveau des D3, vraiment, il y en a beaucoup. D'accord. Et quand on regarde, les signataires, ça a évolué? Parce que j'ai regardé aussi la liste, je ne sais pas si je l'ai à côté. Est-ce que ça a vraiment évolué? Vous êtes dans le même nombre qui voulait que ce soit restitué, ou bien il y en a qui se sont désolidarisés de cela? Non, je dirais même qu'il y en a qui s'étaient désolidarisés et qui sont revenus, qui ont signé. Parce que, comme je vous l'ai dit, la lettre a évolué. Présentement, on parle du remboursement des 140 millions. Donc, vous allez voir que des clubs comme la Swan Yenenga, comme COSAF, qui n'avaient pas signé la dernière lettre, sont revenus, ont signé. Vous allez aussi voir qu'il y a des clubs qui n'ont pas signé parce que n'ayant pas bénéficié de la subvention de l'année passée. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas bénéficiaires, donc ils n'ont pas signé. Voilà, parce que s'ils ne sont pas bénéficiaires, il va de soi qu'ils ne puissent pas signer. Mais aujourd'hui, au stade où on en est, parce que vous êtes dans la menace de boycotter les activités de la fédération, ça veut dire que les matchs, on risque de les voir encore en parenthèse. Alors qu'on a eu un retard. Aujourd'hui, on est un peu sur le fil du rasoir avec un calendrier qui avait été proposé, voilà, bon an, mal an, pour pouvoir terminer ou mieux valider une saison. Est-ce que là, on n'est pas dans un gros risque là? Bon, il faut dire que, bien que la semaine passée, il y a eu une rencontre avec le président de la Fédé qui effectivement a pris des engagements pour mettre tout en œuvre pour que la situation évolue. Mais c'est qu'en ce moment aussi, les clubs avaient déjà entamé cette démarche-là. Donc il fallait que le processus se poursuive en attendant que du côté de la Fédé aussi, on puisse prendre les engagements vraiment pour débloquer cette situation-là. En clair, vous nous dites que c'est en bonne voie, mais seulement vous êtes prudent. Si on peut prendre ça comme ça. D'accord. Bon, on espère que ça ne va pas impacter outre mesure, mais j'imagine que la trêve, pas la trêve, parce que la trêve, même ça, c'est quelque chose d'organisationnel. Là, c'était une suspension du calendrier du championnat. Ça a eu des impacts sur les clubs que vous êtes? Bien évidemment. Et si vous regardez, aujourd'hui, avec la crise, il y a vraiment des clubs qui étaient en milieu de tableau, qui ont régressé. Il y en a aussi qui étaient en bas de tableau, qui ont progressé. Donc, comme on le dit, en quelque chose, le malheur est bon pour certains. D'accord. Justement, ce qu'on pourrait espérer, c'est que, en tout cas, l'affaire puisse trouver un point de solution, parce que on voit les joueurs qui sont en train de scruter aussi comment les choses vont évoluer, parce que déjà dans ce qu'on a eu comme suspension de calendrier, ça a été très compliqué pour eux. Nous, on en a reçu ici, il y a même les arbitres aussi qu'on avait reçus, et les entraîneurs. Tout le monde compatit un peu dans la situation, mais est impacté et attend vraiment que ce soit solutionné de façon définitive. Et donc c'est l'espoir qu'on aura. Mais en même temps, comment se porte justement l'USO? Bon, au jour d'aujourd'hui, on peut dire que l'USO, sur le plan sportif, se porte bien. C'est seulement sur le plan financier que, comme on vous l'a dit, voilà l'objet même de notre rencontre de ce soir. En fait, c'est pas de gaieté de cœur que les clubs en arrivent à vouloir ne plus participer aux activités du championnat. Voilà, quand vous regardez, franchement, c'est parce que la situation financière aujourd'hui, c'est vraiment difficile pour tout le monde. Sinon, au jour d'aujourd'hui, en tout cas sur le plan sportif, à l'USO, on peut dire que ça va. On a enchaîné une série de victoires. On a fait près de 6 victoires d'affilée, ce qui nous a permis de nous propulser au niveau... Sur le 4, on est présentement 4e. Voilà. Malheureusement... D2, hein? D2. Oui, en D2. Malheureusement, ce soir, la série s'est arrêtée. Bon, avec un match nul. Bon à prendre quand même. Voilà, donc franchement, sur le plan sportif, on est satisfait. C'est financièrement que ça ne suit pas. Mais justement, pour beaucoup, quand on dit l'USO, c'est quand même ce qu'on a comme club emblématique. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est l'agence seule qui explique que bon, on est en D2, pour revenir c'est un peu compliqué? Voilà, bon, effectivement, quand vous voyez, et au jour d'aujourd'hui, c'est une jeune équipe qui est au devant de l'USO. Donc quand on dit jeune équipe, c'est des anciens joueurs et autres qui se sont retrouvés.
pour mettre un bureau en place. Et il va de soi que financièrement, pour le moment, ça ne suit pas, et que sur le plan sportif, ça suit. Donc, vous voyez déjà que ce n'est pas seulement l'argent qui peut faire évoluer les choses. Et quand bien même que nous attendons vraiment ça pour encore changer nos objectifs l'année prochaine. Parce que pour cette année, on avait déjà fixé nos objectifs, c'était de pouvoir se maintenir en première division et voir les choses l'année prochaine. Mais là, les objectifs ont changé. Non, présentement, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Je pense qu'on ne va pas être dans l'euphorie des victoires et puis se dire tout de suite, il faut changer les objectifs. Et puis après, si ça ne marche pas, on va encore se faire des remords. Non, on reste dans nos objectifs et on souhaite gagner de match en match, tout en restant dans nos objectifs et puis voir à la fin. Et justement, une question. Quand on est ancien joueur et qu'on revient comme ça dans l'aspect dirigeant d'un club, ça donne beaucoup plus de lecture, l'expérience que vous avez eue. Parce qu'on a souvent l'impression que bon, il faut être un manager pour y arriver, c'est plus facile. Mais quand on est ancien joueur, on vit les choses de l'intérieur. Oui, effectivement. En tout cas, ça nous permet, comme je vous l'ai dit, d'être avec une jeune équipe d'entraîneurs. On se comprend bien quand on va vers eux pour donner nos avis par rapport à telle ou telle chose. Ils sont vraiment réceptifs. C'est peut-être parce qu'eux aussi, ils ont arrêté il n'y a pas longtemps. Donc, ça fait une symbiose. En tout cas, pour le moment, c'est comme ça on fonctionne et ça va mieux. Donc, vous avez un secret espoir de revenir très vite. On espère bien. En tout cas, l'année prochaine, on va changer nos objectifs, Inch'Allah. D'accord. C'est ce qu'on pourrait vous souhaiter. Merci. Autre sujet qu'on avait voulu aussi aborder avec vous, parce qu'on revient de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations. Vous êtes, je le disais tout à l'heure, un ancien joueur, donc vous connaissez un peu la réalité. Tout est mis sur la table. Parce que les espoirs étaient grands, mais la moisson n'a pas été à la hauteur des espoirs qui ont été nourris, pour ce qui est en tout cas des étalons. Et on apprend que le sélectionneur, son staff ne sera pas renouvelé. Il y a un fort débat aujourd'hui. Il faut faire confiance aux nationaux. Vous, votre lecture, c'est quoi? C'est possible de faire confiance? Comment? Qui? Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il y a de la compétence. Si on regarde... rien qu'au niveau, par exemple, des jeunes, on a vu Brahima Traoré qui a fait du bon boulot. Si on regarde aussi au niveau des seniors, on a vu quelqu'un qu'on a essayé comme Kamou Malo, qui pour moi, en termes d'objectifs, n'a pas failli. Voilà, c'est peut-être d'autres considérations qui ont prévalu à ce qu'on ne le reconduise plus. Bon, je me dis, le profil aujourd'hui d'un entraîneur pour les étalons, c'est peut-être... Bon, il faut d'abord avoir de la compétence, de la personnalité, et savoir bien gérer les hommes, parce que vous savez qu'à ce niveau-là, vraiment, il faut une bonne gestion. Je pense qu'au niveau national, en tout cas, on peut en trouver. Mais avec cette canne-là, est-ce que le mythe comme les gens aiment l'appeler, le sorcier blanc, ou celui qui vient d'ailleurs, a beaucoup plus de respect, parce qu'on a souvent dans nos équipes beaucoup plus de gens qui jouent ailleurs qui ne jouent dans le championnat national. Est-ce que ce mythe-là n'est pas tombé? Quand on regarde avec Gassier qui part et son second parvient à faire rêver l'équipe. On a vu la CAN d'avant, l'exemple sénégalais. Quand on prend le cas, les autres équipes qu'on a vues, qui venaient avec des entraîneurs qui sont des nationaux ou des Africains, ils n'ont pas montré pas le figure. Est-ce que cette CAN n'a pas brisé ce mythe-là un peu? Oui, effectivement. Voilà pourquoi aujourd'hui, tout le monde dit qu'il faut une expertise nationale. Tout le monde est unanime là-dessus. Je pense que ça ne doit plus faire peur. Voilà, chercher un expatrié. Bon, on n'est pas contre, mais je pense que sur le plan local, si on a de la compétence, c'est mieux d'aller dans ce sens-là. D'accord. Et justement, il y a eu aussi le débat un peu autour de cette CAN-là, des joueurs, ceux qui ont été aussi à un certain niveau, qui devraient accompagner l'équipe. Pour beaucoup, bon, on sent comme des fractures, même là-bas encore, il y a des clans. C'est la vérité. Vous êtes ancien joueur, hein, moi je me renseigne. Est-ce que c'est vraiment la vérité? On sent des gens unis autour de ces gamins, de ces joueurs-là, pour que, bon, on sente vraiment cet esprit conquérant, mais pas celui de bagarre intestine.
Bon, moi je pense que c'est peut-être les gens qui en font un peu trop. Sinon, une fois que on porte le maillot national quand même, ces petites considérations-là ne doivent plus avoir lieu dans un vestiaire de joueurs. Il peut arriver que il y ait des frustrations de personne à personne, mais pour l'intérêt général, je pense que tout ce qu'on dit là, c'est trop à mon sens pour des joueurs qui se battent pour une cause nationale. Quand vous les regardez dans la vie, c'est pas ce qui se dit autour de l'équipe. On les voit vivre ensemble, ils s'appellent. Bon, franchement, je ne suis pas trop pour cette façon de voir les choses là. En tout cas, on espère toujours cette atmosphère assez intéressante parce que c'est comme ça, on voit les grandes équipes qui gagnent, il y a forcément l'union derrière, sinon sans, c'est vraiment compliqué. Tout à l'heure, vous disiez, pour ce qui est pour revenir à votre note, la question du président de la fédération, ce n'est plus inclus. Vous réclamez seulement que quand vous rétrocédez les 140 millions. Justement, quand on parle du président de la fédération actuellement, il doit être mis selon les règles statutaires, en tout cas sur la balance le fauteuil. Très souvent on a l'impression que les anciens joueurs que vous êtes et autres, bon, vous n'êtes pas forcément les maîtres de ce jeu là, alors qu'on se dit vous devriez quand même pouvoir peser et jouer dans la balance, qui sait, prendre même carrément la présidence. Parce qu'ailleurs, on voit aussi des mordus de football. Je ne veux pas citer d'autres noms que Eto'o, où on a vu Drogba qui a tenté, ça n'a pas été forcément ça, mais il y a beaucoup qui le regrettent déjà. Et on se dit, vous avez votre place dans ce management du football. Oui, effectivement, quand vous regardez, je pense que ici au Burkina, la tendance au niveau des anciens, c'était d'abord, ils étaient plus focalisés au niveau de l'encadrement, pas au niveau de l'administration, si je peux comprendre. Mais quand on regarde, maintenant, je pense que les choses sont en train de prendre un autre niveau. Voilà, il y en a qui s'intéressent de plus en plus à cela. Et quand on regarde présentement, bon, on voit quand même des anciens dirigeants d'équipe, des anciens dirigeants, des anciens joueurs qui veulent se lancer vraiment dans la conquête du fauteuil de président de la fédération. Je pense que c'est de bonne guerre. C'est une juste mesure des choses parce que vous pouvez avoir un regard aussi particulier et intéressant. Pourquoi? Maintenant, il faudrait que vous soyez unis aussi. Hein. Ben, il ne suffit pas seulement d'être aussi ancien joueur pour prétendre diriger une fédération. Voilà, il n'y a pas que ça. Si. Voilà, parce que c'est vrai, sur le plan sportif, on peut avoir beaucoup de choses à dire, mais comme je vous l'ai dit, c'est administratif, il y a vraiment beaucoup de choses derrière ça. Il ne suffit pas seulement d'être ancien joueur pour pouvoir le faire. Je pense que c'est en personne avertie que vous parlez. Ancien joueur maintenant dans l'administration, puisque vous êtes le président de l'USO. En tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir ici et de partager cela avec vous. Et c'est en espérant, j'ai dit que vous trouvez juste milieu, parce qu'on a bien besoin d'aller regarder nos matchs, qu'on va clore ce rendez-vous. En tout cas, merci d'être passé. Je vous en prie. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin donc de ce JDS, journal dimanche soir que j'ai pris plaisir à partager avec vous. On se dit donc au revoir ici et maintenant, et en espérant se retrouver dimanche prochain. Et d'ici là, portons-nous bien.